Des personnalités importantes, telles que des autorités, des entrepreneurs, des professeurs et des membres du gouvernement, se trouvaient dans la grande salle de réception. Elles se saluaient poliment, portaient des toasts et utilisaient des mots qui semblaient bien choisis. Au milieu de cette machine sociale se trouvait Florence. Sa manière de se présenter, la robe qui avait été faite spécialement pour elle, son regard attentif, faisait d'elle quelqu'un qu'on ne pouvait ignorer. Elle était là, une femme noire, juge et chef du département de la justice de New York. Non seulement elle occupait un poste important, mais elle portait également en elle le combat de son histoire pour le respect, la reconnaissance et la justice. Une fois la conférence terminée, Florence décida de descendre vers l'entrée. Il ne s'agissait pas seulement d'approfondir les conversations professionnelles, elle aimait voir l'ambiance. Elle voulait sentir l'énergie des gens lorsqu'ils n'étaient pas dans des situations formelles. Je me promenais parmi les gens. Je souriais et leur parlais rapidement. Autour de moi, j'entendais le bruit des verres qui s'entrechoquaient et les rires. Ces sons passaient à travers les colonnes de pierre et les lumières brillantes. À ce moment-là, soudain, l'atmosphère a changé. Un malaise invisible s'est installé lorsque l'employé de l'hôtel, vêtu d'un uniforme très élégant, est apparue parmi les invités. Elle avait les yeux grands ouverts. Elle respirait rapidement et pointait Florence du doigt. C'est elle qui est responsable des fraudes. L'accusation a fusé soudainement, comme un bruit fort. Elle a fait taire tout le monde et tout s'est figé. Florence s'est arrêtée et n'a pas bougé pendant un moment. Elle était surprise et n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Elle a regardé autour d'elle, espérant que quelqu'un rit. Elle espérait que quelqu'un dirait qu'il s'agissait d'une grave erreur, d'une mauvaise blague. Mais le silence est resté, lourd et oppressant. Les agents de sécurité se sont approchés très rapidement. 2 d'entre eux se sont placés devant elle. 2 autres arrivèrent par derrière. Leurs mains étaient prêtes à agir. Florence éleva la voix. Elle tenta d'expliquer la situation. Elle montra sa carte d'identité avec assurance. « Je suis la juge Florence. Je suis à la tête du ministère de la Justice de cette ville. C'est une grave erreur. » Ces mots semblaient se perdre dans les airs. C'était comme si le poids de son travail et sa dignité avaient disparu à cet instant. En quelques secondes, les vigiles costauds l'ont attrapée par les bras. L'un d'eux l'a poussée contre le mur de marbre froid. Un autre lui a saisi l'épaule avec force, essayant de la maintenir en place. Les voix des gens qui discutaient s'élevaient. Beaucoup de gens regardaient autour d'eux. Le hall, qui était auparavant si beau, était désormais devenu un lieu honteux pour quelqu'un. Florence essayait de rester calme, mais elle sentait la colère monter en elle. C'était une colère ancienne, qui venait de toutes les fois où elle avait dû prouver qu'elle était plus compétente, plus déterminée, et plus forte simplement parce qu'elle était une femme noire dans un endroit où peu de gens pensaient qu'elle avait sa place. Même avec son badge, même en parlant d'une voix ferme, personne n'a eu de doute. Personne n'a réagi. La confiance de l'employé, pour une raison inconnue, semblait plus importante que l'histoire de Florence. Cela avait plus d'importance que ses années de travail acharné ou son engagement pour la justice. En quelques minutes, elle s'est retrouvée les mains liées derrière le dos. Elle a été emmenée sous les flashs des téléphones portables, les regards curieux et les commentaires méchants. Chaque pas était une phrase qui n'était pas prononcée. Chaque clic de l'appareil photo était une décision déjà prise. Le trajet jusqu'au poste de police lui a semblé très étrange. C'était comme si Florence était dans un cauchemar dont elle ne pouvait pas sortir. Depuis le siège arrière du véhicule, elle voyait les lumières de la ville défiler rapidement par la fenêtre. Elles se mélangeaient en taches floues. Cela semblait refléter l'état de son esprit à ce moment-là, confus, plein de colère et agité. Ses mains portent encore les marques des menottes. Ses épaules lui faisaient mal, à cause de la forte pression exercée par les agents de sécurité. Sa poitrine brûlait à cause de quelque chose qui s'était déjà produit auparavant, mais qui était toujours très difficile à vivre. Le sentiment de ne pas être cru, de voir son identité détruite devant des gens qui ne regardaient que la couleur de sa peau. Quand ils sont arrivés au poste de police, les policiers l'ont sorti de la voiture sans ménagement. L'entrée du poste était agitée. Les policiers allaient et venaient. Il y avait beaucoup de voix qui se mélangeaient. Les téléphones sonnaient et les papiers s'empilaient sur les tables. Florence marchait la tête haute, même si elle sentait la fatigue dans ses jambes et la colère dans tout son corps. Elle savait que chacun de ses pas était observé, analysé et commenté. Certaines personnes la regardaient avec une satisfaction silencieuse sur le visage. Il semblait que voir une femme noire, bien habillée, menottée, confirmait une idée qu'ils avaient déjà. Cette idée concernait qui devait être du bon côté de la loi. Olivier est arrivé dès qu'elle est entrée dans la salle de tri. Il marchait d'un pas assuré. Son visage était sérieux et ses yeux étaient froids comme du métal. C'était un homme d'âge moyen,
avec de nombreuses années d'expérience et une attitude qui semblait un peu arrogante. Il s'approcha lentement d'elle et la regarda de haut en bas. « C'est donc vous, dit-il, sans cacher son accusation. » Florence prit une grande inspiration, essayant de rester calme. « Je m'appelle Florence Azevedo, chef du département de la justice de New York. C'est une grave erreur. » Olivier rit rapidement et sans émotion, comme s'il connaissait déjà la vérité avant d'entendre ce que les autres avaient à dire. « Il y a une femme noire, grande, avec les cheveux attachés, qui était au service des fraudes. Elle correspond bien au profil. Ici, les titres ne servent à rien, madame. Nous suivons les règles. » Florence trouva cette phrase offensante. Que signifie profil? Elle comprenait très bien l'importance de ce mot pour ceux qui ne voyaient que l'apparence. Saviez-vous que le protocole n'était qu'un moyen de dissimuler une pratique ancienne? C'était comme une lentille floue qui tentait de transformer des soupçons en certitude uniquement sur la base de l'apparence. Mais à ce moment-là, même si elle avait envie de crier et de taper sur la table pour exiger le respect, elle décida d'agir de manière plus intelligente. Elle devait réfléchir calmement, elle devait rester ferme, car à partir de ce moment-là, toute réaction pouvait être mal interprétée. Chaque mot qu'elle prononçait pouvait être utilisé contre elle. Elle fut conduite dans une pièce où on lui posa des questions. 4 murs gris. Au milieu, une table en métal. 2 chaises de chaque côté de la table. La lumière blanche du plafond brillait fort et révélait tout. Elle laissait apparaître chaque détail, chaque trace de fatigue sur son visage. Florence s'assit, croisa les bras sur la table et regarda Olivier. Il était de l'autre côté, fouillant dans une pile de papier comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait déjà décidé. « Vous voulez dire quelque chose avant que nous commencions ?» demanda-t-il, comme s'il lui rendait un service qui n'en était pas vraiment un. Florence prit une profonde inspiration. « Ce que je veux dire, c'est que vous commettez une grave erreur. Je ne suis impliqué dans aucun mensonge, ni aucune tromperie. J'étais à une réunion sur la sécurité publique. Je représentais le ministère de la Justice. Je suis la personne chargée de la lutte contre la criminalité dans cette ville. Je collabore avec vous. Je ne me bats pas contre vous. » Mais ces mots semblaient se heurter à un mur invisible. Olivier posa ses coudes sur la table et se pencha légèrement en avant. Il semble que le mot choisi soit « intéressant ». Ce mot exprime que quelque chose attire l'attention ou est curieux. Les caméras de sécurité vous montrent sortant d'un des endroits où des choses étranges se sont produites. Nous avons un rapport qui contient une description qui correspond bien. Ce n'est pas personnel, c'est juste ce que nous devons faire. Florence ferma les yeux un instant. Elle essayait de contrôler sa colère. C'était du théâtre, du mauvais théâtre, où l'histoire était déjà écrite. Ce qui lui faisait le plus mal, c'était de voir que son pouvoir, son travail et son passé n'avaient aucune valeur dans cet endroit. Là, elle n'était qu'une personne de plus qui semblait suspecte. Elle n'était qu'un numéro. Une statistique de plus. Son badge de juge, qui lui avait ouvert tant de portes, ne semblait plus qu'un bout de papier sans valeur à cause de la méfiance qui l'entourait. Les minutes qui suivirent furent remplies de questions indirectes. Il y eut aussi des insinuations déguisées. Les gens essayaient de lui faire dire des choses qui ne collaient pas. Mais Florence resta forte. Elle a raconté à nouveau son histoire et a dit qu'elle était innocente. Elle a montré des erreurs manifestes dans les accusations. Malgré cela, la décision semblait déjà prise avant qu'elle n'entre dans la salle. À la fin, Olivier s'est levé et a rangé les papiers dans un dossier. Il a dit d'un ton calme qui mettait les nerfs à vif, « Vous resterez en détention jusqu'à la fin de l'enquête, pour votre protection. Parce que c'est la règle. » Florence s'est arrêtée un instant. Elle réfléchissait à ces mots. « Parce que c'est la règle. » Une fois de plus, les règles étaient utilisées comme une protection. Elles servaient à justifier une décision injuste. Elle comprenait que ce n'était pas de la précaution, mais une sanction prématurée. C'était un avertissement pour qu'elle sache à sa place, pour qu'elle comprenne les règles qui devaient encore être respectées. Elle fut placée dans une salle d'attente. L'endroit était petit et glacial. Il y avait un banc en béton fixé au mur. Une haute fenêtre laissait entrer une faible lumière provenant de la rue. Florence s'assit sur le banc. Elle s'adossa au mur et resta les yeux fixés dans le vide. Dehors, la ville continuait son rythme effréné. Les voitures passaient à toute vitesse. Les feux clignotaient, comme si rien ne s'était passé. Mais pour elle, le monde s'était arrêté. Chaque seconde passée dans cet endroit était une douleur intense. C'était un rappel cruel que la justice, pour laquelle il avait travaillé toute sa vie, pouvait être imprévisible et choisir qui elle aidait, mais pas de la manière dont le montrèrent les statuts. Le temps passa. Florence entendit des pas dans le couloir. Elle entendit des voix qui se parlaient. Elle entendit également le bruit des portes qui s'ouvraient et se fermaient. Son corps était fatigué,
Mais son esprit continuait de tourner à toute vitesse. Saviez-vous qu'Olivier ne faisait jamais rien sans aide? Je savais qu'il y avait quelque chose de plus important derrière cette accusation. Ce n'était pas seulement une erreur de reconnaissance. C'était un plan, un jeu de pouvoir, un réseau d'intérêts qui voulait l'éloigner de leur chemin. Cette nuit-là, assise seule dans le froid de la prison, Florence prit une décision dans son cœur. Peu importe combien de temps elle resterait là, peu importe combien de murs on essaierait de construire autour d'elle, elle partirait. Non seulement elle partirait, mais elle partirait plus forte, avec un objectif encore plus fort. À ce moment-là, elle comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti aussi fortement. Il ne suffisait pas de se battre pour la justice. Il fallait lutter contre le système qui profitait de l'injustice. Les heures qui suivirent dans la cellule lui parurent très longues. Le temps semblait s'étirer de manière cruelle. Chaque minute semblait vouloir lui ôter non seulement son corps, mais aussi son âme. Florence resta assise dans le coin du mur glacé. Elle appuya ses bras sur ses genoux et regarda le sol en ciment. Les murs de la prison étaient humides et ternes. Ils semblaient se rapprocher lentement, réduisant l'espace autour d'elle. La solitude dans cet endroit n'était pas seulement physique, elle avait aussi une signification. Là, sans les responsabilités de sa fonction, sans ses vêtements de juge impeccables et sans les médailles qui ornaient le mur de son bureau, elle n'était qu'une personne parmi d'autres. Elle n'était qu'un numéro, une pièce de plus qui pouvait être remplacée dans le grand système judiciaire qui, ironiquement, l'opprimait désormais. Le silence était parfois rompu par le bruit des clés dans le couloir. On entendait également les voix des policiers qui discutaient et les rires étouffés provenant des autres cellules. Chaque son résonnait dans sa tête comme un rappel qu'à cet instant, personne ne se souciait d'elle. Elle n'avait pas d'appel de ses supérieurs lui demandant des explications. Il n'y avait pas d'avocat pressé dans les couloirs demandant une audience rapide. Il n'y avait pas de journaliste près du commissariat demandant ce qui s'était passé. Florence était seule. Le poids de la solitude était ce qui lui faisait le plus mal. C'est à ce moment-là qu'Olivier réapparut. Il n'avait plus la froideur de tout à l'heure, mais un sourire qui trahissait une étrange satisfaction. Il resta derrière les barreaux, les bras croisés, et la regarda. « Ils ont déjà appelé ton bureau. Ils sont très surpris, » dit-il d'un ton mi-amusé, mi-menaçant. Florence leva lentement les yeux. Elle le regarda sans détourner le regard. « Ils savent que c'est une erreur. Ils vont bientôt faire des tests. » Mais Olivier rit rapidement et dit « Ou peut-être qu'ils verront que personne n'est au-dessus des lois. » Pas même vous. Cela la frappa comme une provocation délibérée. Florence prit une grande inspiration, essayant de rester calme. Mais elle sentait son cœur battre fort dans sa poitrine. Elle comprenait qu'il cachait quelque chose derrière ses actions. Ce n'était pas seulement de la prudence professionnelle, c'était quelque chose de privé. C'était un plaisir secret de la voir là, fragile et à terre, après avoir été à un poste élevé que beaucoup voulaient atteindre ou renverser. Olivier était un homme qui, au cours de sa vie professionnelle, avait connu quelques déceptions. Il se sentait ainsi parce qu'il devait se soumettre à des supérieurs qu'il jugeait plus compétents. C'était surtout le cas lorsque ses supérieurs avaient des parcours qu'Olivier trouvait étranges. Florence était pour lui l'exemple idéal de ce qui ne devrait pas exister. C'était une femme noire. De plus, elle occupait un poste de direction. Elle avait une voix forte et pouvait décider des règles qu'il avait lui-même contribué à établir. Quand il est parti, Florence a fermé les yeux un instant. Dans l'obscurité qui m'enveloppait, les souvenirs de cette nuit-là sont réapparus de manière très claire et douloureuse. L'employé de l'hôtel pointait son doigt tremblant. Les agents de sécurité se sont dirigés vers les gens comme des chasseurs, encerclant leur proie. La poussaient contre le mur de marbre. Les menottes froides qui lui serraient les poignets. Les regards qui la complimentaient auparavant dans la salle de conférence étaient désormais devenus des jugements sans parole. C'était comme si, en quelques minutes, tout le respect acquis au prix d'années de travail acharné avait été balayé aussi rapidement qu'on éteint une lumière. Elle ressentait une grande tristesse face à cette injustice. C'était comme si un feu brûlait en elle. Ce n'était pas seulement pour elle, c'était pour toutes les histoires qui étaient gravées dans sa mémoire. C'étaient les histoires de femmes noires qui avaient vécu avant elle. Ces femmes avaient été réduites au silence et effacées de l'histoire. Elles avaient dû supporter seules la méfiance, les accusations sans preuve et les punitions injustes. Florence était une survivante de cette famille, et, ironiquement, elle se trouvait désormais dans le même cycle qu'elle avait promis de combattre. Alors que ses pensées s'agitaient, un policier est arrivé à l'entrée de la cellule et lui a dit qu'elle allait être emmenée dans une pièce séparée, afin de ne pas être exposée plus que nécessaire. Florence a immédiatement compris ce que cela signifiait. Il ne voulait pas que sa photo menottée apparaisse dans les journaux. Au final,
C'étaient les conséquences qui importaient, pas la véritable injustice. Elle marcha dans les couloirs, tandis que d'autres agents la regardaient avec curiosité. Certaines personnes la connaissaient pour l'avoir rencontrée lors de réunions officielles et dans des institutions. Maintenant, elle la voyait différemment. Le changement de place, le fait qu'elle soit passée de celle qui devait arrêter à celle qui était arrêtée, semblait suffire à changer toute son histoire. La pièce qui lui était réservée n'était guère plus grande qu'une cellule. Il n'y avait qu'une table, 2 chaises, une fenêtre grillagée et une caméra de sécurité dans le coin supérieur. Florence s'assit. Elle posa ses coudes sur la table. Elle fixa la porte. Elle avait besoin de réfléchir. Il fallait agir. Mais toutes les voies qui s'offraient à elle semblaient fermées. Ses avocats recevaient-ils des informations? Quelqu'un au sein du gouvernement était-il déjà au courant? À qui profitait ce stratagème? Olivier, seul, ne pouvait pas faire tout cela. Il y avait d'autres pièces dans le jeu. D'autres mains invisibles tiraient les ficelles. Alors qu'il réfléchissait à des stratégies, il sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de colère et de tristesse, une colère qu'il ne pouvait plus contenir. Elle avait donné sa vie pour la justice. Elle avait sacrifié des heures avec sa famille, elle avait sacrifié des nuits de sommeil et des moments de détente. Elle avait toujours cru que cela en valait la peine. J'ai toujours cru que, d'une manière ou d'une autre, le travail en équipe contribuerait à créer une société plus juste et plus digne. Mais maintenant, assise là, elle se sentait trahie non seulement par les gens, mais aussi par le système même qu'elle avait contribué à mettre en place. Le système qui avait promis de prendre soin d'elle l'avait maintenant prise sans ménagement. Il ne lui avait même pas donné la chance de se faire entendre. Au bout de quelques heures, il a réussi à joindre ses avocats par téléphone. Ils avaient la voix tendue à l'autre bout du fil, mais ils lui ont promis qu'ils faisaient le nécessaire. Ils allaient rassembler des preuves et parler à des personnes importantes. Florence les a écoutés. Elle les a remerciés, mais elle savait que la lutte serait difficile. Il ne suffisait pas d'avoir raison. Il fallait montrer la vérité dans un endroit où les choses étaient déjà décidées. Elle comprenait comment fonctionnait la justice. Elle savait comment les gens s'unissaient, comment on demandait des faveurs et comment les intérêts personnels changèrent les règles. Elle savait mieux que quiconque qu'être innocent ou coupable ne dépendait pas toujours de ce qui s'était réellement passé. Cela était souvent décidé par les relations de pouvoir qui se jouaient en coulisses. Quand il raccrocha, il s'adossa à sa chaise et resta à regarder le plafond. La honte de cette nuit-là ne serait pas oubliée. Elle était gravée dans sa peau, dans sa mémoire et dans sa vie. Mais ce ne serait pas seulement une marque, ce serait aussi une sorte de carburant. Florence n'était pas quelqu'un qui abandonnait. Elle n'était pas du genre à rester tranquille. J'ai appris dès mon plus jeune âge que le monde ne fait pas de cadeaux. Il faut se battre pour obtenir ce que l'on veut avec force, courage et sagesse. Olivier, le policier qui semblait être responsable de la prison, marchait rapidement dans un couloir à côté du poste, son téléphone portable à l'oreille. Son visage exprimait la joie, mais elle était également nerveuse. À l'autre bout du fil, Jason parlait d'une voix basse mais déterminée. Jason était plus qu'un simple avocat. C'était un stratège. Quelqu'un qui savait gérer les situations en coulisses. C'était un homme qui avait fait carrière non seulement dans les tribunaux, mais aussi dans les relations politiques, les amitiés utiles et les faveurs demandées discrètement. Il comprenait comment les choses fonctionnaient. Saviez-vous que le jeu de la justice était plus lié à ceux qui contrôlaient le processus qu'à la vérité? Et ce soir-là, il tenait les rênes de ses mains fermes. « Tout se passe comme prévu ?» demanda Jason, tout en tapant rapidement sur son ordinateur, vérifiant des documents, des rapports et des conversations enregistrées. Olivier répondit en souriant légèrement. « Oui, elle est en prison. Il va dormir là-bas cette nuit. Elle a dit qu'elle allait poursuivre tout le monde, mais pour l'instant, elle se tait. Ses avocats doivent être là demain matin. » Jason acquiesça, même si Olivier ne pouvait pas le voir à l'autre bout du fil. « Excellent. Maintenant, nous devons nous assurer que tout se passe comme prévu. Je vais parler à Clément, l'homme qui travaille dans la justice. » Un nom qui impliquait déjà la responsabilité du prochain mouvement. Clément et Jason étaient de grands amis lorsqu'ils étudiaient à la faculté de droit. Des jeunes avec beaucoup d'ambition, pleins de rêves au début, mais ils se sont vite laissés emporter par leur soif de pouvoir. Ils voulaient gravir les échelons plus vite que les autres. Des années plus tard, alors que Jason était devenu un avocat important, Clément faisait carrière dans la magistrature. Il a commencé comme procureur et a rapidement été promu juge. Beaucoup pensaient que c'était uniquement grâce à ses efforts, mais ceux qui y prêtaient attention savaient qu'il avait des gens pour l'aider à gravir les échelons. Il y avait des portes qui ne s'ouvraient qu'à ceux qui frappaient
au bon moment. Ce soir-là, Jason a pris son téléphone et a composé le numéro du bureau de Clément. Le juge a répondu directement, comme s'il savait déjà que l'appel allait arriver. « C'est prêt ?» a demandé Clément, d'une voix fatiguée après une journée passée dans des audiences interminables. Jason a réagi rapidement. « Elle est en prison. Nous devons nous assurer que l'enquête dure le temps nécessaire pour établir clairement quelle est la suspecte. Je veux que tu sois prudent quand tu prendras l'affaire. Très prudent. Tu comprends ce que je te dis ?» Il y eut un court silence. Clément poussa un profond soupir. « Je comprends. Je m'en occuperai. Tu sais qu'on ne doit pas laisser de traces. » Jason eut un petit rire méprisant. « Clément, on n'est jamais sortis ensemble. » Pendant que les deux hommes concluaient leur accord, Florence était toujours assise dans sa cellule. Elle essayait de comprendre ce qui lui arrivait. À l'extérieur, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Olivier, tout en discutant avec Jason, appelait d'autres membres de la police, des policiers en qui il avait confiance, des collègues de longue date au commissariat, des hommes et des femmes qui avaient des dettes envers lui depuis longtemps. Il savait faire preuve de loyauté quand il le fallait. Certaines personnes étaient déjà en train de préparer les documents qui prouveraient que Florence avait des problèmes. Il n'y avait pas de preuves solides, mais suffisamment pour semer le doute. C'était suffisant pour que les gens commencent à se poser des questions. Pendant ce temps, Jason envoyait des messages à des journalistes triés sur le volet. Il n'y avait pas d'informations claires, mais plutôt de petites allusions, des commentaires épars et des suggestions selon lesquelles une personne importante était impliquée dans les récentes fraudes dans la ville. Il suffisait d'une petite information pour que la presse commence à faire des suppositions. Une simple suggestion pouvait faire naître des rumeurs. C'était exactement ce qu'il voulait, car il savait qu'une fois que les gens commenceraient à associer le nom de Florence au mot « corruption », même si des preuves apparaissaient ensuite pour la défendre, le mal serait déjà fait. En coulisses, Clément préparait également son plan. Ce soir-là, il a appelé 2 collègues juges. C'étaient des hommes avec lesquels il avait travaillé au sein d'un jury, participé à des événements juridiques et effectué des voyages professionnels, des conversations faciles et agréables, mais qui cachèrent des messages. Clément savait exprimer ses idées sans utiliser de mots. Il savait demander quelque chose sans montrer qu'il le demandait. Ses amis comprenaient, car dans ce milieu, ce qui n'était pas dit en disait plus long que les mots prononcés. Après avoir raccroché, Clément s'adossa à la chaise en cuir de son bureau. Il regarda par la fenêtre et vit la ville illuminée en contrebas. Il pensa un instant à Florence, une juge qui a de l'avenir, admirée et respectée. Mais au final, ce n'est qu'un pion sur un échiquier plus grand. Et lui, en tant que juge, a toujours compris que les pions peuvent être déplacés ou renversés. Pendant ce temps, Olivier se rendit dans la pièce où étaient conservés les documents du commissariat et consulta quelques vieux dossiers. Il reçut un rapport d'enquête sur des escroqueries commises par une femme ayant des caractéristiques physiques similaires à celles de Florence. Le rapport n'était pas complet, et il manquait de nombreuses parties, mais il suffisait de le mettre en ordre, de le réécrire, et d'ajouter quelques liens pour qu'il soit correct et utile. Il savait que ce n'était pas juste, mais il comprenait aussi que les règles de ce qui est permis et de ce qui se passe dans la vie réelle ne sont pas toujours les mêmes. De l'autre côté de la ville, Jason était dans un restaurant simple avec un homme d'affaires qui avait contribué à financer la campagne, qui avait permis à Clément d'accéder à son poste actuel. La conversation était calme, mais il y avait beaucoup de sentiments cachés. « Elle était un obstacle », a déclaré l'homme d'affaires en secouant la tête, tout en remuant son verre d'eau sans y prêter attention. Jason a souri. Ce ne sera pas pour longtemps. Il comprenait que Florence dérangeait parce qu'elle parlait de choses que beaucoup préféraient taire. Elle s'était attaquée à des contrats douteux. Elle avait bloqué des appels d'offres irréguliers. Elle avait rouvert des dossiers qui touchaient des intérêts très importants. Il était temps maintenant de la faire taire. Cette nuit-là, alors que la ville dormait, les lieux de travail étaient en pleine effervescence. Les papiers passaient d'une personne à l'autre. Les téléphones sonnaient à des moments étranges. On faisait des promesses pour obtenir de l'aide plus tard. Pendant tout ce temps, Florence restait assise dans sa cellule. Elle sentait le froid du sol en béton. Elle ressentait également une chaleur désagréable, provoquée par l'injustice dont elle était victime. Elle ne connaissait pas encore les détails. Elle ne savait pas qui était impliqué, mais elle sentait déjà qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus important. Le jour du procès commença sous un ciel gris. On aurait dit que même les nuages ressentaient l'importance de ce qui allait se passer dans cette salle d'audience. Florence s'est réveillée tôt. En fait, elle s'est levée tôt parce qu'elle n'avait pas bien dormi les nuits précédant l'audience. À chaque minute, à chaque battement de cœur,
et à chaque regard dans le miroir de sa cellule austère, elle se rappelait que, même si elle savait qu'elle était innocente, elle entrait dans un endroit dangereux. Là-bas, les preuves n'étaient pas aussi importantes que les intérêts cachés. Sur le chemin du tribunal, dans la voiture de police qui l'emmenait, Florence semblait calme en apparence, mais à l'intérieur, elle était en proie à des émotions confuses. Elle regardait les rues de la ville par la fenêtre. C'étaient les mêmes rues qu'elle avait parcourues tant de fois en tant qu'autorité et protectrice de la loi. À présent, elle n'était plus qu'une personne parmi tant d'autres assise sur le banc des accusés. Elle percevait l'ironie de la situation. La ville semblait se moquer d'elle. Les bâtiments qu'elle avait toujours respectés et les institutions judiciaires pour lesquelles elle s'était battue étaient désormais les témoins silencieux de son échec. Lorsqu'elle arriva au tribunal, il y avait déjà beaucoup de monde. Des journalistes se rassemblaient à l'extérieur. Ils tenaient des micros et allumaient leurs caméras. Les journalistes commentaient en direct le scandale impliquant la chef du ministère de la Justice. Toujours à l'affût de nouvelles sensationnelles, la presse avait trouvé un sujet de choix. L'importante juge, autrefois considérée comme un modèle d'honnêteté, était désormais accusée de corruption. Florence sortit de la voiture, le dos droit. Elle regardait devant elle et ne prêtait aucune attention aux flashs et aux questions qu'elle entendait. Saviez-vous que tout ce que vous montrez, chaque mouvement et chaque mot, peut être interprété différemment? Cela peut être déformé et amplifié dans les interprétations. Il fallait être prudent, il fallait être plus grand que le problème. À l'intérieur du tribunal, l'atmosphère était tendue. Jason, l'avocat d'Olivier, était au premier rang. Il regardait ses notes et avait un petit sourire aux lèvres. Clément, le juge chargé de l'affaire, était déjà à sa place, à l'avant, regardant les documents avec un sérieux attentif. Il semblait considérer la lecture des documents comme un rituel important. En fait, il savait déjà comment tout allait se terminer avant même que quelqu'un ne prononce le premier mot. Florence est arrivée accompagnée, s'est assise près de ses avocats et, pendant un court instant, a regardé Clément droit dans les yeux. Dans leur échange de regards, elle a confirmé ce qu'elle soupçonnait déjà. Ce procès n'avait pas pour but de découvrir la vérité. C'était une pièce de théâtre. Ses avocats commencèrent la défense avec confiance. Ils montrèrent la vidéo de l'hôtel. On y voyait Florence discuter avec des amis dans le hall. Elle ne se comportait pas de manière étrange. La vidéo montrait également, à un autre endroit, la véritable criminelle sortant rapidement d'une zone interdite. La ressemblance physique entre les deux femmes n'était que superficielle. Les avocats ont su tirer parti de cet élément. Ils ont montré les différences évidentes entre leur visage, leur taille et leur démarche. De plus, ils ont présenté des preuves attestant que Florence était officiellement présente à la conférence. Ces preuves montrent qu'au moment du crime présumé, elle se trouvait sur scène, en train de s'adresser au public. Les preuves étaient solides. Les arguments sont solides. Les personnes appelées par la défense ont souligné l'honnêteté de Florence. Elles ont rappelé qu'elle avait toujours eu un bon passé. Elles ont également évoqué son dévouement à la lutte contre la corruption et à la justice, sans jamais abandonner. Chaque mot prononcé semblait lui redonner la dignité qu'on avait tenté de lui ôter. Florence sentait l'espoir grandir en elle. C'était un sentiment discret que, malgré le complot, la vérité finirait par éclater. Mais c'était maintenant au tour de l'accusation. Jason s'est levé et s'est avancé au milieu de la salle. Il était sûr d'en savoir plus que ce qu'il disait. Il savait ce qui se passait dans les coulisses. D'une voix claire et bien organisée, il a commencé à soulever des questions. Il n'a pas attaqué directement les preuves. Il ne contesta pas les faits. Il choisit une approche plus discrète et plus trompeuse. Il posa des questions sur les circonstances. Il souligna des problèmes de sécurité dans l'hôtel. Il suggéra que la criminelle avait pu bénéficier de l'aide de quelqu'un à l'intérieur de l'hôtel. Cette idée jetait un doute sur Florence, sans le dire clairement. Il demanda pourquoi l'employé était sûr de connaître Florence. Il laissa également entendre qu'il pouvait y avoir une implication secrète. Le coup le plus cruel a été porté lorsque les témoignages ont été présentés. Il s'agissait des agents de sécurité de l'hôtel et de quelques personnes qui se trouvaient dans le hall ce soir-là. Ces témoignages avaient été bien préparés et répétés sous l'influence directe d'Olivier. Les témoins ont déclaré avoir vu Florence dans des endroits où elle n'avait pas le droit d'entrer. Son attitude ce soir-là semblait anxieuse. Il y avait également eu des conversations étranges dans le couloir. Les récits étaient confus et incomplets, mais suffisants pour donner une image incertaine. Clément, depuis la tribune, semblait écouter chaque mot avec beaucoup d'attention. Il bougeait légèrement la tête, comme s'il réfléchissait, mais en réalité, il faisait seulement semblant d'écouter. Florence, assise sur le banc réservé aux personnes jugées,
serrait les mains sur ses genoux. Chaque mensonge était comme un couteau invisible. Chaque phrase déformée était comme une blessure au cœur. Elle se sentait prisonnière d'une toile de mensonges. Cette toile avait été tissée avec beaucoup de soin autour d'elle. À présent, cette toile la serrait comme un piège sans issue. Mais malgré tout, elle restait forte. Elle ne baisserait pas la tête. Elle ne les laisserait pas la voir briser. Lorsque les derniers mots furent prononcés, le tribunal resta silencieux. Clément prit les papiers, remit ses lunettes et regarda autour de lui. Puis il rendit son verdict. Sa voix résonna dans la salle. Elle semblait être un marteau invisible frappant le cœur de Florence. Il fut condamné à 5 ans de prison et perdit son poste de chef du département de la justice. Cela lui fut infligé pour avoir abusé de son pouvoir et menacé les autorités du commissariat. Le choc parcourut la salle. Certaines personnes ont eu le souffle coupé, d'autres se sont regardées avec surprise. Florence est restée assise, immobile, les yeux fixés sur un point vide. À l'intérieur, il y avait un tremblement de terre. À l'extérieur, il y avait une statue. Le son de la décision résonnait encore dans sa tête. Il entendait les rires étouffés de Jason et voyait le sourire victorieux d'Olivier au fond de la salle. En sortant du tribunal, entourée par les gardes, Florence n'a pas versé une larme. Elle n'a pas fait de bruit. Elle ne s'est pas plainte. Chaque pas qu'elle faisait dans le couloir de sortie était une promesse silencieuse. C'était ma volonté que l'histoire ne s'arrête pas là. Vous saviez qu'on lui avait enlevé sa liberté, sa bonne image et son travail, mais on ne lui avait pas enlevé sa force. Une force comme la sienne, forgée dans de nombreux combats, ne s'éteint pas facilement. Les jours qui ont suivi le procès ont été confus et difficiles pour Florence. Elle repensait souvent à tout ce qui s'était passé lors de l'audience. Elle se souvenait de chaque mot prononcé par Clément. Elle se souvenait de chaque regard que Jason lui avait lancé. Elle se souvenait aussi de l'expression heureuse d'Olivier lorsqu'il avait vu la décision s'abattre sur elle, comme un poids énorme. Le tribunal, où il s'était si souvent battu pour la justice, était désormais le lieu de sa punition la plus sévère. Elle essayait de comprendre ce qui s'était passé. Elle cherchait des explications qui aient un sens. Mais une vérité lui faisait mal au cœur. Elle avait été trahie par des personnes qui étaient à ses côtés. C'étaient des hommes qui souriaient devant tout le monde, mais qui la faisaient tomber quand personne ne regardait. La prison où Florence se trouvait était petite. L'espace était exigu et donnait une sensation d'étouffement. Les murs vieux, le sol glacé et le lit métallique mince. Tout dans cet endroit semblait fait pour détruire la dignité. On aurait dit qu'il voulait réduire à néant toute grandeur humaine. Mais contrairement à ce qu'il pensait, cet endroit ne la détruisait pas. En réalité, une flamme brûlait en elle. C'était une rage intense qui grandissait à chaque tic-tac de l'horloge. Elle grandissait à chaque bruit de clé dans le couloir et à chaque pas des gardiens. Il se moquait de son titre, de son histoire ou de son innocence. C'était comme si chaque partie de cette honte devant les autres devenait peu à peu une force invisible. Florence restait assise au bord de son lit pendant les nuits. Ses coudes reposaient sur ses genoux. Elle regardait attentivement la porte fermée. Ses pensées étaient claires et précises. Elle savait que Clément n'avait pas agi seul. Vous saviez qu'Olivier n'aurait pas pu influencer autant de personnes qui ont témoigné sans avoir une aide importante derrière lui. Vous saviez que Jason, avec son langage acerbe et sa capacité à convaincre les gens, avait monté chaque élément de ce piège? Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de savoir que Clément, le juge, avait été son ami. Oui, Clément. C'était le même homme avec qui elle avait eu de longues conversations dans les couloirs de la faculté. C'était le même collègue qui s'était réjoui de sa nomination au poste de chef du département de la justice. C'était le même qui, à un moment donné, avait dit qu'elle était une source d'inspiration. Aujourd'hui, cet homme avait décidé de l'enterrer avec le stylo du gouvernement. Non pas parce qu'il la croyait coupable, mais parce qu'à un moment donné, il avait troqué sa loyauté contre son intérêt, son ambition, sa peur, ou un accord que Florence n'arrivait pas encore à identifier. Cette trahison était plus lourde que les chaînes invisibles de la prison. La confiance qui s'était construite pendant de nombreuses années était en train de s'effondrer. Cela lui pesait lourdement. Elle se sentait mal parce que c'était la preuve que, même parmi les personnes qui étaient heureuses autour d'elle, certaines étaient prêtes à la trahir au moment opportun. Cela pesait parce que cela montrait que, dans la danse calme du pouvoir, les partenariats étaient aussi fragiles que l'air. Mais Florence n'était pas du genre à se laisser aller à la douleur. Chaque matin, la douleur de l'humiliation se transformait en un plan. Elle a commencé à se souvenir de personnes,
de noms et de conversations d'autrefois. Elle a commencé à réfléchir aux liens entre Jason, Clément et Olivier. Elle a commencé à découvrir qui aurait pu gagner de l'argent grâce à sa condamnation. Et au fil des jours, le sentiment grandissait en elle. Il pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir mise sous terre pour toujours. Il pensait qu'une phrase suffirait à effacer son nom de l'histoire. Mais il se trompait. Il se trompait lourdement. Un après-midi, alors que Florence lisait un livre emprunté à la bibliothèque de la prison, elle entendit un gardien l'appeler. Il lui dit qu'elle avait un appel. Recevoir des appels était quelque chose d'inhabituel. Elle se dirigea vers la cabine et décrocha le téléphone avec précaution. À l'autre bout du fil, la voix d'un ami d'enfance, qui travaillait désormais comme agent de sécurité important, était ferme et serviable. « Florence, nous observons tout. Nous savons que ce qu'ils t'ont fait est très grave. Moi et quelques autres personnes sommes prêts. Quand tu partiras, nous t'aiderons autant que possible. » Cet appel fut bref et direct. Il renforça la force qui l'animait. Ce n'était pas seulement une promesse d'aide, c'était la preuve que tout le monde ne s'était pas détourné d'elle. C'était un avertissement que, hors de prison, il y avait encore des gens fidèles. Ces personnes étaient prêtes à se battre à ses côtés. Et à ce moment-là, Florence comprit que sa vengeance ne serait pas un accès de rage irréfléchi. Ce serait quelque chose de plus important, de plus profond, de plus intelligent. Elle allait dépasser Clément, Jason et Olivier. Mais pas seulement pour laver son nom. Elle voulait montrer la saleté qui se cachait derrière les costumes des avocats, derrière les cabinets d'avocats, et derrière les symboles de la police. Elle voulait faire s'écrouler le château de cartes qu'ils avaient construit. Je voulais que chacun d'entre eux goûte dans sa chair l'humiliation qu'ils avaient dû accepter. Ces avocats continuaient d'essayer de faire changer la décision. Mais Florence savait que la justice était compromise. Le réseau de Jason et Clément était trop vaste et trop connecté. Ils avaient préparé le terrain avec soin. Des gens avaient été manipulés, des documents avaient été modifiés, et des juges avaient été achetés. Cette bataille devant les tribunaux ordinaires était déjà perdue. Mais Florence voyait plus loin. Saviez-vous que parfois, la vraie justice se rendait justice en dehors des lieux officiels? Saviez-vous qu'il existait d'autres moyens de rétablir l'équilibre? Par une nuit calme, allongée sur son lit de prison, elle fit une nouvelle promesse. Elle ne se battrait pas seulement pour être libérée. Elle se battrait pour renverser le système qui l'avait emprisonnée. Elle se battrait pour prouver au monde que la femme noire qu'il voulait réduire au silence était en réalité plus forte qu'il ne pouvait l'imaginer. Au fond de sa cellule, à la faible lueur de la lampe, Florence ferma les yeux et sourit légèrement. Je savais que le chemin serait long. Vous saviez que vous alliez rencontrer des difficultés, vous saviez que vous alliez payer le prix fort. Mais vous saviez aussi qu'à la fin, les noms de Clément, Jason et Olivier ne seraient pas inscrits comme ceux des vainqueurs, mais comme ceux de ceux qui ont prouvé que la trahison, un jour, se paie. Les journées en prison étaient ennuyeuses. Ils se ressemblaient tous et suivaient une routine difficile qui se répétait. Chaque matin commençait par le même bruit des clés, le même bruit des pas fermes dans le couloir, et la même ouverture du petit plateau avec le café fade et le pain dur. Pour beaucoup de personnes à l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. C'était comme si les horloges avaient été cassées et les calendriers déchirés. Mais pour Florence, chaque minute faisait partie d'un plan plus vaste. Elle ne pensait pas à gâcher quoi que ce soit. Chaque instant était utilisé pour observer, comprendre et faire des plans. Elle avait déjà observé les gardiens qui parlaient plus qu'ils ne surveillaient. Je savais déjà que la caméra avait un angle mort. Je connaissais les horaires des changements d'équipe. Je savais à quel moment les couloirs étaient les plus calmes. Je connaissais également les noms des femmes de ménage et les codes des portes électroniques. Florence n'était pas seulement une femme emprisonnée. C'était une personne qui planifiait bien. Elle créait son propre chemin pour sortir d'une situation. Alors que beaucoup pensaient qu'elle partirait triste avec son uniforme beige et les murs froids, elle faisait silencieusement des plans pour retourner dans le monde extérieur. Pour échapper à un tel système, il fallait plus que de l'intelligence. Il fallait des amis. Il fallait du courage. Il fallait quelqu'un prêt à prendre des risques. Par un après-midi chaud, alors qu'elle lisait un livre dans la petite bibliothèque réservée aux femmes, Florence a reçu le billet. Plié dans une page quelconque, il ressemblait à un marque-page ordinaire. Mais lorsqu'il s'ouvrit, ses yeux brillèrent d'une nouvelle lueur. « Nous sommes prêts. Samedi. 2 heures du matin, à temps près de la buanderie. » Il n'y avait pas de signature. Ce n'était pas nécessaire. Florence connaissait cette écriture comme celle d'un ami qu'elle avait vu maintes fois. C'était la preuve que le plan fonctionnait. Un plan risqué, mais qui devait être exécuté. À l'extérieur de la prison, les personnes qu'elle connaissait, des amis loyaux, des hommes et des femmes qui lui devaient
plus que de simples faveurs, mais aussi leur respect, leur gratitude et leur confiance, se préparaient pour la mission. Cette action ne serait pas seulement une échappatoire. Ce serait un cri contre le système qui avait tenté de la détruire. Ce serait la première pièce d'un jeu de dominos beaucoup plus grand. Florence a vécu les jours qui ont suivi comme si rien n'avait changé. Elle a suivi son emploi du temps à la lettre. Elle a participé aux activités obligatoires. Elle a parlé calmement aux gardiens. Elle est restée impassible, mais à l'intérieur, un compte à rebours invisible tournait dans sa tête. Chaque pas qu'il faisait était compté. Chaque respiration faisait partie d'une stratégie pour rester concentré. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de faire une erreur. Je savais que je n'aurais pas d'autre occasion. La nuit choisie, le temps semblait différent. Un vent fort soufflait à travers les barreaux de la petite fenêtre. Les bruits de la prison semblaient plus silencieux que d'habitude. Florence était restée éveillée. Elle était assise sur le bord du lit, les coudes sur les genoux. Ses mains étaient jointes. Lorsque l'horloge murale indiqua 1h50, elle se leva prudemment. Elle enfila ses vieilles baskets et remit son uniforme. Elle se dirigea vers la porte de la cellule et attendit. À 2h, il entendit le bruit qui l'attendait. Ce furent 3 coups rapides, suivis d'un claquement métallique. La serrure bougea. La porte s'ouvrit lentement et révéla le visage sérieux d'une femme qui travaillait pour la sécurité interne. Cette femme avait aidé Florence des années auparavant dans une affaire de protection de témoins. « Il est temps !» dit-elle en tendant la main. Florence sortit et suivit son amie qui marchait rapidement et silencieusement dans les couloirs vides. Elles passèrent devant un escalier de service. Elles descendirent 2 volets de marche jusqu'à la zone de réparation. Là, un autre agent attendait. C'était un homme grand. Il avait le regard attentif et tenait un badge d'accès dans ses mains. Il passa la carte dans l'appareil, ouvrant la porte qui donnait accès au parking des voitures de ravitaillement. Une camionnette blanche était garée là. Le moteur était en marche. Florence monta à l'arrière sans hésiter. L'agent s'assit à côté d'elle et l'homme prit le volant. La camionnette démarra lentement, se fondant dans le trafic des livraisons nocturnes. Il n'y avait aucun bruit, aucune sirène. Personne ne criait. C'était du travail bien fait, exécuté avec une précision presque parfaite. Florence regardait par la fenêtre tandis que les lumières de la prison s'éloignaient. Elle disparaissait peu à peu dans le rétroviseur. Un léger soulagement commença à envahir sa poitrine, mais elle le réprima. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était que le début. Le fourgon a traversé des rues calmes jusqu'à arriver à un hangar désaffecté dans une zone éloignée de la ville. À l'intérieur, 2 autres agents les attendaient. Il y avait une table simple avec des cartes, des ordinateurs et des radios. Florence est descendue et a respiré profondément l'air de la liberté qu'elle avait retrouvée. Il s'est dirigé vers la table. Il posa les mains sur les papiers. Puis il regarda ses amis dans les yeux. « Merci. Vous savez le danger que vous avez couru. Mais je veux que vous compreniez, ce n'est pas encore fini. En fait, ce n'est que le début. » Les agents acquiescèrent sans un mot. Ils savaient très bien ce qui était en jeu. Vous saviez que Florence n'avait pas seulement l'intention de disparaître, elle pensait revenir. Revenir avec courage, avec un plan, avec des preuves et avec des alliés. Revenir pour détruire les bases fragiles qui soutenaient Jason, Clément, Olivier et toutes les autres personnes qui avaient profité de sa chute. Florence passa les heures suivantes dans le hangar. Elle organisa les informations, relut les documents et planifia la prochaine étape. Ses alliés ont réussi à accéder à des documents internes, à des dossiers secrets, et à des écoutes téléphoniques qui avaient été autorisées en secret. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il y avait des contrats falsifiés, des virements suspects et des voyages qui n'avaient pas été déclarés. Il y avait des preuves qui, utilisées au bon moment, pourraient faire tomber non seulement Jason et Clément, mais aussi tout un groupe de personnes puissantes qui agissaient dans l'ombre de la ville. Le lendemain, la voiture s'est arrêtée discrètement dans une rue adjacente, à quelques mètres d'un restaurant chic du centre-ville. À l'extérieur, des personnes bien habillées entraient et sortaient. Des serveurs circulaient avec des plateaux dans les mains. Des couples riaient autour de verres étincelants. Mais Florence ne s'intéressait pas à l'apparence charmante de cette situation. Son regard était fixé sur une table près de la fenêtre. Jason buvait son café tranquillement et lisait quelque chose sur son téléphone portable. Il ne se rendait pas compte de ce qui se passait autour de lui. Il était là, très confiant, se sentant bien, comme un vainqueur. Il était sûr d'avoir laissé derrière lui la femme qui l'observait maintenant dans l'ombre. Florence prit une grande inspiration. L'opération était terminée. Les personnes à ses côtés lui dirent par radio que l'endroit était le bon. Chaque mouvement avait été pensé. Chaque échappatoire avait été planifié. Chaque obstacle avait été prévu.
Elle ne laisserait rien au hasard, pas après tout ce qu'elle avait traversé. Cela ne faisait pas longtemps qu'elle avait vu son honneur bafoué. Sa carrière avait été interrompue, et sa liberté lui avait été retirée. Cette nuit-là marquait le début d'un long chemin. Jason serait le premier à ressentir le poids de la facture qui allait lui être présentée. Lorsque le moment fut venu, 2 hommes en tenue de sécurité entrèrent dans le restaurant. Ils se dirigèrent prudemment vers la table de Jason. On aurait dit qu'il faisait partie du mobilier raffiné de l'endroit. L'un d'eux tapota doucement l'épaule de l'avocat. Jason leva les yeux, choqué. « Monsieur Jason, nous devons vous demander de nous suivre. Il y a un problème grave concernant votre protection. » Il prit un air perplexe, mais avant qu'il n'ait pu poser la moindre question, les hommes l'emmenaient déjà vers la sortie latérale, calmement et sans attirer l'attention. Ceux qui regardèrent de loin pensaient qu'il s'agissait d'un service de sécurité privé assurant la protection du restaurant. Une voiture noire les attendait à l'extérieur. Jason fut installé à l'arrière avec l'aide rapide d'un professionnel. La porte se referma rapidement. Il regarda de chaque côté et commença à se méfier. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Mais les agents se contentèrent de démarrer et de partir. Florence, qui était assise près de lui, apparut depuis la partie sombre de la banquette. Son regard croisa le sien avec une telle intensité qu'il en fut effrayé. « Je suis surprise, Jason. » L'avocat écarquilla les yeux. Pendant un instant, son visage pâlit. « Florence ?» Elle leva la main pour lui demander de se calmer. « Maintenant, tu vas écouter. À l'audience, tu ne m'as pas laissé parler. Au tribunal, tu as changé les règles. Mais maintenant, c'est moi qui décide comment les choses vont se passer. » Jason haletait. Il essayait de comprendre la gravité de la situation. Il tenta de la convaincre et chercha, à la manière de Florence, un endroit où montrer de la compassion. Mais il ne trouva qu'une grande fermeté, une force qui venait de la douleur et de l'injustice. Alors que la voiture s'éloignait dans les rues sombres, Florence dit « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour défaire tout ce que vous avez fait en utilisant mes efforts. Vous, Clément, Olivier... Vous avez tous pensé que vous pouviez me détruire. Une phrase suffisait pour effacer mon histoire. Mais vous avez oublié une chose. Ceux qui ont été élevés dans la lutte ne se rendent pas. J'ai commencé à apprendre à me battre quand j'étais enfant. Maintenant, vous allez comprendre ce que cela signifie d'avoir affaire à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » La voiture traversa la ville et se rendit dans un hangar vide à la périphérie de la zone urbaine. Clément était déjà prisonnier. Il était attaché à une chaise au milieu de la pièce vide. La seule source de lumière provenait d'une lampe suspendue au plafond. Lorsque Jason entra, l'expression de Clément passa de la surprise à l'incrédulité. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-il en essayant de se détacher. Florence s'avança jusqu'au milieu du hangar et s'arrêta entre les 2 hommes. « Oui, Clément, c'est le début. » Elle marcha lentement, faisant du bruit sur le sol en ciment. « Vous avez tout contrôlé. Vous avez menti. Vous m'avez arrêté. Vous m'avez maltraité, vous m'avez pris tout ce que j'ai fait de ma vie. Tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur. Vous pensiez pouvoir dormir tranquilles après ça? La justice ne fonctionne que quand vous êtes aux commandes. » Florence rit brièvement, mais sans joie. Maintenant, la situation a changé. Jason essayait de réfléchir calmement. Il cherchait une solution. « Florence, vous faites une erreur. Cela va aggraver votre situation. » Elle se pencha vers lui. Ses yeux brillaient comme du feu. « Vous avez déjà aggravé ma situation en choisissant de m'enterrer vivante. Maintenant, c'est moi qui décide de la suite. » Les agents qui se trouvaient à proximité s'approchèrent. Florence dit calmement ce qu'elle voulait. Elle voulait qu'il transfère 88 000 $ sur un compte sécurisé. De plus, elle demanda une vidéo dans laquelle ils parleraient tous les 2 de la manipulation du procès. Ils devaient admettre qu'ils avaient comploté contre elle. « Vous ne pourrez pas partir tant que vous ne l'aurez pas fait, » dit-il avec un calme qui faisait peur. Clément a essayé de se retenir. Jason était indécis, mais le temps jouait en faveur de Florence. Elle comprenait que la peur était un outil puissant. Elle savait que le fait de se savoir faible fait capituler les hommes forts. Dans cette pièce, il n'y avait plus les grands de la cour. Il n'y avait plus que 2 hommes prisonniers des mensonges qu'ils avaient racontés. Ils étaient encerclés par la femme qu'ils croyaient avoir détruite. De nombreuses heures s'écoulèrent avant que les transferts aient enfin lieu et que l'enregistrement soit fait. Florence prêta attention à chaque mot de la confession. Elle s'assura qu'il n'y avait aucune erreur. Quand elle eut terminé, elle les regarda une dernière fois. « Vous êtes libre maintenant, mais souvenez-vous, votre liberté est liée à la vérité. Si vous essayez de changer d'avis, si vous essayez de me faire porter le chapeau à nouveau, tout cela vous portera préjudice. » Les agents ont libéré les 2 hommes. Ils les ont ramenés en ville dans des voitures différentes. Ils les ont déposés près de chez eux.
sans laisser de traces et sans que personne ne les voie. Florence resta dans la remise. Elle regarda par la fenêtre sale vers la ligne où le ciel rencontrait la terre. La ville semblait identique, mais elle remarqua que quelque chose avait changé. Ce n'était que le début. D'autres personnes allaient arriver. D'autres personnes allaient devoir expliquer ce qu'elles avaient fait. La trahison de 2 personnes. Les 3 jours passèrent très vite, comme quelque chose de tranchant passant sur la peau de Florence. À chaque heure qui passait, il y avait un compte à rebours que personne ne voyait. Cela pesait lourdement sur le cœur. L'attente, la tension et l'inquiétude augmentaient. Ceux qui étaient là savaient que la différence entre gagner et perdre était très mince. Elle restait dans la remise, observant ce qui se passait dans la ville comme une gardienne attentive. Elle recevait constamment des informations des agents qui travaillaient discrètement. Chaque message était une pièce du puzzle. Jason était avec d'importants avocats. Clément discutait avec d'anciens amis qui étaient juges. Tous deux se rendaient dans des bureaux discrets du centre-ville. Ils passaient des coups de fil dans des endroits fermés. Ils parlaient en code. C'était clair, ils n'avaient pas l'intention de respecter leur accord. Florence était déjà au courant. Ils perdèrent leur temps. Au lieu de résoudre le problème, ils essayaient de se protéger. Ils voulaient ériger une barrière qui cacherait l'aveu enregistré. Ainsi, ils pensaient protéger leur profession et éviter les conséquences. Chaque pas qu'ils faisaient était une tentative urgente de se protéger. Ils voulaient reprendre le contrôle de la situation et renverser la vapeur qui commençait enfin à tourner en leur défaveur. Le 3e jour, à la tombée de la nuit, l'un des ouvriers entra rapidement dans l'entrepôt, un enveloppe à la main. Florence l'ouvrit sans réfléchir. Elle contenait des copies de documents récemment signés. Il y avait également des accords secrets, des transferts étranges et des promesses de protection discutées en privé. Jason et Clément avaient demandé l'aide de personnes haut placées dans le système. Des personnes liées au gouvernement et à la justice avaient été contactées. Ces personnes avaient des dettes du passé et beaucoup à perdre si leur nom était mentionné dans les aveux. Elles étaient prêtes à tout pour faire taire Florence. Florence s'assit à la table. Elle posa les papiers autour d'elle et resta quelques minutes en silence. Elle lut et réfléchit à chaque ligne, chaque preuve et chaque signe de cette nouvelle trahison. Ses yeux, immobiles, semblaient la brûler dans l'obscurité de la pièce. Ce n'était pas seulement la violation d'un engagement. C'était un avertissement que la guerre allait commencer. Un défi direct. Il n'avait pas peur d'elle. Il pensait encore pouvoir la battre. Il pensait encore qu'elle n'était qu'un pion mal placé. Une rivale qu'il pouvait vaincre à l'aide de vieilles ruses d'influence, de manipulation et de corruption déguisées en pouvoir. Mais il ne comprenait pas. Florence n'était plus la même femme qui avait quitté le tribunal menotté quelques semaines auparavant. Elle n'était plus la femme honteuse devant les caméras, qui faisait la une des journaux et souffrait d'accusations mensongères. Cette Florence était morte avec la pureté qu'elle avait autrefois dans le système qu'elle avait contribué à créer. Ce qui restait maintenant était quelque chose de plus important, de plus risqué, de plus déterminé. Elle respira profondément, puis elle leva les yeux et observa les agents qui entouraient la table. « Ils ont choisi la mauvaise voie », dit-elle avec un calme qui faisait peur. « Ils pensent qu'ils peuvent s'enfuir. Ils pensent qu'ils peuvent tout effacer. Mais ils oublient que j'ai plus que leurs déclarations. J'ai toutes les informations. Maintenant, ils vont savoir ce que c'est que de s'en prendre à quelqu'un qui ne se rend pas. Le choix avait été fait. Il n'y avait plus de place pour les accords, pour céder un peu ou pour avoir de la compassion. Jason et Clément avaient joué leur dernière carte. Ils avaient perdu. Florence se leva. Elle marcha jusqu'à la fenêtre brisée. Puis elle regarda au loin. La nuit tombait sur la ville. Les lumières jaunes éclairaient les bâtiments. Dans l'ombre se cachaient les secrets qui soutenaient cette grande ville. À ce moment-là, elle voyait chaque endroit sombre comme un dessin et chaque lumière comme un objectif. Elle se tourna vers les agents. « Faites tous les préparatifs », ordonna-t-elle. « Passons à l'action. » Pendant qu'ils s'affairaient à préparer leur équipement, à vérifier les itinéraires et les communications, Florence s'est dirigée seule vers un coin de l'entrepôt. Elle s'est assise là pendant quelques instants. La solitude de ce moment avait une signification particulière. Elle lui rappelait beaucoup de souvenirs. Elle se souvenait de toutes les fois où elle avait dû se battre pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle se souvenait des portes qu'elle avait dû pousser de toutes ses forces pour ouvrir. Elle repensa également aux réunions où personne ne la croyait, avant qu'elle ne prouve qu'elle méritait d'être là. Elle se souvint de toutes les personnes qui avaient tenté de la faire taire au cours de son parcours. Pensez à la petite fille qui voulait un jour changer le monde grâce à la loi. Aujourd'hui, c'est une femme qui comprend que, parfois, la loi peut être utilisée pour blesser des personnes innocentes. Mais surtout, elle pensait qu'il était encore possible de faire autrement. Quand il est revenu à la table,
Les agents étaient prêts, les cartes étaient ouvertes. Les appareils fonctionnaient, les voitures étaient prêtes. Florence a souri. Son sourire était simple, mais plein d'assurance. « Aujourd'hui, ils vont apprendre », a-t-il dit. « Aujourd'hui, ils vont comprendre que la force qu'ils ont utilisée contre moi est la même qui les fera tomber. » Ce soir-là, tandis que les habitants de la ville vaquaient à leurs occupations, Florence entama la prochaine étape de son périple. Jason et Clément étaient en sécurité. Saviez-vous que, dans leur grande maison, ils buvaient, riaient et fêtèrent la victoire qu'ils croyaient déjà acquise? Ils pensaient s'être sauvés, mais vous saviez aussi qu'à l'aube, la vérité allait les frapper de plein fouet. Florence était certaine qu'ils se trompaient. Ils croyaient avoir une grande confiance en eux. Mais cette confiance était comme une bulle fragile. Il suffisait d'un petit souffle pour la faire éclater. Elle savait que la seule chose qu'ils comprenaient était la force, l'action et l'impact. Et c'est exactement ce qu'elle allait leur donner. Elle composa le numéro de Jason et attendit que la ligne soit prise. De l'autre côté, quelqu'un respira profondément. Florence, sa voix était basse et tendue. Elle trahissait sa fatigue et sa nervosité. Ils n'avaient pas bien dormi depuis leur dernière rencontre. Florence resta silencieuse pendant quelques secondes. Elle laissa l'impact de cet appel se faire sentir avant de parler. « Jason, tu as fait le bon choix. » La phrase sortit calme et claire. Elle n'était pas pressée, mais elle avait une force qui coupait comme un couteau. « Tu as eu ta chance. Vous avez eu quelque chose tous les deux. Je vous ai donné 3 jours. Ils ont 3 jours pour réparer leur erreur, pour faire ce qui a été convenu, pour respecter, au moins une fois, la parole qu'ils utilisent pour mentir aux autres. » Elle respira profondément et serra le téléphone avec force. « Mais vous avez choisi la même voie que toujours. Ils ont décidé de faire confiance au même système corrompu qui les a aidés jusqu'à présent. Ils ont pensé que j'allais abandonner. Ils ont décidé de mépriser la seule personne qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. » De l'autre côté, Jason a essayé d'expliquer ce qu'il pensait. Mais Florence ne l'a pas laissé parler. Je l'ai informé. J'ai été très clair. Et maintenant, vous allez en subir les conséquences. Sa voix restait calme mais pleine d'une énergie contenue, avec une force qui ressortait. Ne croyez pas que vous pouvez vous enfuir vers vos amis. Ne croyez pas que vous pourrez vous cacher derrière des avocats, des juges ou des politiciens. La vérité ne peut être cachée, Jason. Il n'y a aucune protection contre ce qui va arriver. Jason ne dit rien. Florence dit, ils sont déjà en route. Vous ne savez pas quand cela arrivera, ni comment. Mais cela arrivera. Aujourd'hui, demain ou après. Ça va arriver. Et quand ça arrivera, tu comprendras ce que c'est que de jouer avec la vie d'une femme qui n'a jamais accepté les règles qui lui ont été imposées. Elle a fait chaque chose avec beaucoup de méfiance. Elle s'est battue contre des barrières invisibles. Elle a dû prouver beaucoup plus que les autres pour avoir la même place. On ne fait pas de mal à quelqu'un comme ça, Jason. Ça ne fait que renforcer sa force. Elle ferma les yeux un instant. Je sentis sa respiration s'approfondir. C'était comme si elle disait adieu à quelque chose qui était en elle. Tu as eu l'occasion de choisir la bonne voie. Tu as choisi de mentir à nouveau. Maintenant, c'est trop tard. Jason prit une profonde inspiration de l'autre côté. Il décida finalement de tenter une réponse. Florence, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous pouvons encore en discuter. Il y a encore un moyen qui ne serait pas mauvais pour toi. Florence sourit légèrement, mais ne semblait pas heureuse. Désolé, je ne peux pas t'aider. Il n'y a plus rien à négocier. La seule option que vous aviez, vous l'avez annulée vous-même en choisissant de me mentir une nouvelle fois. C'est moi qui décide maintenant comment cette histoire se termine. Elle raccrocha avant qu'il n'ait pu en dire plus. Elle resta assise en silence, regardant l'objet posé sur la table. Un poids différent s'abattit sur ses épaules, mais c'était un poids familier. C'était comme celui de quelqu'un qui supporte non seulement sa propre douleur, mais aussi celle de nombreuses autres personnes qui n'ont pas pu s'exprimer avant elle. Florence comprenait que ce combat n'était plus seulement le sien. C'était le combat de toutes les voix qui ne pouvaient pas se faire entendre. C'était la lutte de toutes les personnes qui avaient perdu leur chance. C'était la douleur de toutes les vies qui avaient souffert d'un système qui se disait juste, mais qui en réalité profitait de l'absence de sanctions. Elle se leva, marcha jusqu'à la grande porte du hangar et regarda dehors. La nuit recouvrait la ville de son obscurité. Les lampadaires brillaient, tout comme les phares lointains, et les fenêtres éclairées des immeubles. Il régnait un silence étrange. C'était le calme avant la tempête. Florence savait qu'à ce moment-là, ses agents étaient déjà partout. Ils étaient à leur place, prêts à agir. Elle savait que la prochaine étape était déjà en cours. Elle regarda ses amis qui étaient attentifs à l'intérieur de l'entrepôt. « Tout est prêt », dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Maintenant, ils vont comprendre. » Les travailleurs acquiescèrent. Certains éteignirent leurs ordinateurs.
D'autres rangèrent leurs appareils. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Chaque personne avait un rôle à jouer dans le plan. Florence croyait en eux parce qu'elle comprenait qu'ils avaient tous une histoire similaire à la sienne. Chacun avait perdu quelque chose à cause de la corruption. Tous portaient des marques invisibles. Ces marques les reliaient à ce combat. Ils n'étaient pas seulement des fans, ils étaient des amis qui se battaient ensemble. Florence se rassit et croisa les bras sur la table. Le téléphone était là, immobile, comme un dernier signal d'alarme. Elle savait que Jason, qui était à l'autre bout du fil, était maintenant nerveux et faisait les 100 pas. Clément avait été informé de l'appel. Dès qu'il l'avait appris, il avait senti un frisson lui parcourir l'échine. Ils avaient enfin compris que la femme qu'ils croyaient avoir éliminée était en réalité plus dangereuse qu'auparavant. Florence regarda les visages de toutes les personnes qui l'entouraient. C'étaient des hommes et des femmes qui avaient promis d'être fidèles non seulement à elle, mais aussi à un objectif plus grand. Ils voulaient obtenir une justice que le système ne leur avait pas rendue. La loi officielle ne voulait pas leur rendre cette justice. Chacun avait ses propres histoires de désillusion, de perte et de combat. Tout le monde comprenait l'importance de cette tâche. Et pourtant, personne n'avait de doute. Il y avait une certitude calme dans chaque regard, une confiance qui n'avait pas besoin d'être exprimée. Aujourd'hui, ils vont comprendre, dit Florence d'une voix basse mais forte, comme un couteau qui tranche l'air. Elle a cru qu'il pouvait jouer avec son nom, sa vie et son histoire. Mais ils ont oublié une chose. J'ai appris à vivre même dans la douleur. Chaque gifle m'a rendu plus fort. Maintenant, ils vont savoir ce que c'est que de ne pas avoir le contrôle. La tâche a été divisée en 3 groupes. Chacun avait un objectif bien défini. Trouver et capturer, sans faire de bruit, les proches de Jason et Clément. Ce n'était pas un acte cruel sans raison. C'était un plan. Florence comprenait que pour se venger des hommes qui l'avaient trompée, elle devait frapper là où ils avaient le plus mal. Il ne suffisait pas de les montrer à tout le monde. Elle voulait qu'ils ressentent la fragilité qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait perdu son travail, sa renommée et sa liberté. Il fallait leur faire goûter l'amertume de l'impuissance. À 22 heures, les radios ont commencé à diffuser les confirmations. La fille de Jason, une étudiante à l'université, a été arrêtée à la sortie de la bibliothèque. Elle a été emmenée avec précaution dans une voiture qui attendait dans une rue voisine. Sans résistance. Il n'y a pas de témoin. Une action claire et précise. Au même moment, la femme de Clément a été retrouvée alors qu'elle quittait une fête pour aider les autres. Elle était avec 2 amies. Celles-ci ont été trompées par l'un des agents qui se faisait passer pour un agent de sécurité. Pendant ce temps, la femme a été rapidement emmenée dans la voiture qui se trouvait dans le garage en contrebas. Florence recevait chaque confirmation avec le calme prudent d'un joueur d'échecs, observant ses pièces se déplacer exactement comme il le souhaitait. Saviez-vous qu'à ce moment-là, Jason et Clément étaient très probablement assis tranquillement chez eux. Ils devaient regarder les informations, lire leurs lettres et passer des coups de fil, sans savoir que, alors qu'ils se sentaient victorieux, le sol commençait à s'effondrer sous leurs pieds. Lorsque toutes les cibles furent retrouvées et emmenées dans l'entrepôt sécurisé, Florence se rendit au milieu de la pièce, où les chaises étaient déjà disposées. Elle vit les visages effrayés et confus. Ils ne comprenaient pas vraiment où ils étaient, ni pourquoi ils étaient là. Dans leurs yeux, il y avait une peur réelle et normale. Mais Florence ne voulait pas leur faire peur. Elle voulait briser un engrenage. Ce geste montrait que la protection autour de Jason et Clément était très faible. C'était comme un château de cartes qu'ils avaient eux-mêmes construit. Elle s'approcha lentement. Ses pas résonnaient sur le sol en béton. « Je sais que vous avez peur », dit-elle d'une voix calme, mais avec un sentiment qui allait au-delà de la colère. « Je suis désolé de vous avoir amené ici, mais sachez-le, ce n'est pas vous qui êtes en cause. Ce sont les hommes qui ont utilisé la force pour étouffer la vérité. Ce sont les hommes qui ont cru pouvoir jouer avec la vie d'une femme noire. Ils n'auraient jamais imaginé que cette femme deviendrait plus forte. Les proches sont restés silencieux. Certains regardèrent le sol, tandis que d'autres essayaient de comprendre l'importance de la personne qui se tenait devant eux. Florence a déclaré « Ils auraient pu dire la vérité. Ils ont eu l'occasion de choisir la bonne voie, mais ils ont choisi le mensonge. Ils ont choisi la tricherie. Maintenant, ils doivent comprendre que chaque action entraîne une réaction. » Elle appela les agents. Toutes les personnes présentes donnèrent un téléphone portable à leurs proches. « Vous allez leur passer un coup de fil. Vous leur direz que vous êtes heureux. Mais vous leur direz aussi que vous êtes sous ma protection et qu'ils ne seront libérés que lorsqu'ils auront fait ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, lorsqu'ils auront dit la vérité à tout le monde. Lorsque les gens auront rendu les documents, lorsqu'ils auront accepté ce qu'ils ont fait, pas avant. » Il y eut un bref moment d'hésitation,
Puis les appels commencèrent. Jason répondit le premier. Il était inquiet en entendant sa fille parler. Elle lui expliqua prudemment qu'elle était en sécurité, mais sous la surveillance de quelqu'un. Clément entendit sa femme lui transmettre le même message. Sa respiration s'accéléra. Cela montrait qu'il commençait à s'inquiéter. Florence a utilisé le téléphone de la fille de Jason et lui a parlé directement. « Je vous l'ai dit, Jason, je vous ai donné 3 jours. Vous avez décidé de ne pas m'écouter. Maintenant, vous devez prendre une décision. Admettez-le, rendez-leur, ou vous perdrez ce qui vous est le plus cher. » De l'autre côté, Jason tenta de négocier. Il essaya de la convaincre et chercha une opportunité. Mais Florence l'interrompit. « Assez parlé. Vous pensiez que j'allais abandonner. Je suis faite d'une autre matière. Je suis forgée par une force que vous n'avez jamais comprise. Maintenant, vous allez comprendre. » Elle raccrocha le téléphone et le rendit à la jeune fille. Celle-ci respirait profondément et essayait de retenir ses larmes. Florence s'approcha d'elle et lui dit à voix basse: « Ce n'est pas ta faute si tu es ici. Tu es ici parce qu'ils n'ont pas su protéger ce qui était le plus important. » Les personnes autour d'elle s'affairaient aux derniers détails. Les caméras étaient allumées, les connexions Internet vérifiées, et les transmissions soigneusement organisées. Florence avait tout prévu pour ce moment. Elle avait planifié chaque mot et chaque geste. Il ne suffisait pas d'obtenir la reconnaissance de l'erreur. Il fallait la montrer au monde entier. La montrer clairement à toutes les caméras et à tous les gens, afin que personne ne puisse nier ce qui serait montré. À 10 heures pile, Jason et Clément sont arrivés à l'endroit convenu. Ils étaient accompagnés de leurs agents. Leurs visages étaient tristes et leurs pas lents. La confiance habituelle, le sourire ferme et l'attitude de ces hommes qui semblaient inaccessibles avaient disparu. Sur place, les visages étaient remplis de peur. Les gens semblaient accepter la situation, conscients que, pour la première fois depuis longtemps, ils ne pouvaient rien faire pour changer cela. Florence les a accueillis en silence. Elle les a simplement regardés avec un regard fort et direct. Il n'était pas nécessaire de dire quoi que ce soit. Ils comprenaient. Ils étaient là parce qu'ils avaient perdu. Les 2 personnes ont été conduites vers les chaises au milieu du hangar. Elles se sont assises face aux caméras qui étaient déjà allumées et prêtes à diffuser en direct. Devant elles, il y avait une table normale et un micro. Les agents occupaient des places importantes. Ils étaient attentifs et surveillaient tout. Florence s'est avancée vers le centre. Elle s'est arrêtée entre les 2 personnes et a regardé fixement les caméras. « Aujourd'hui, » commença-t-elle d'une voix forte et claire, « est le jour où la vérité brise les chaînes du mensonge. » Elle s'arrêta un instant et respira profondément. Pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, ces 2 hommes ont contrôlé la justice. Ils ont utilisé le pouvoir de leurs fonctions et de leurs relations pour détruire la réputation de personnes. Ils ont sali des noms et arrêté des innocents. Aujourd'hui, ils sont venus ici parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus d'option. La vérité finit toujours par éclater, même si on essaie de la cacher. Florence s'écarta. Elle laissa Jason et Clément prendre le micro. Jason regarda Clément. Clément ne put le soutenir du regard. Il semblait vaincu. Jason poussa un profond soupir et s'inclina pour parler. Sa voix était faible au début, mais elle devint de plus en plus forte. On aurait dit qu'il acceptait enfin sa culpabilité. « Je m'appelle Jason Moreira. Je suis avocat. Je suis ici, devant vous tous, pour dire que j'ai participé au complot contre Florence Azevedo. » Il déglutit et continua. « Nous avons influencé les témoins. Nous avons modifié des documents. Nous avons payé des personnes importantes pour nous assurer qu'ils seraient condamnés. Nous avons fait cela parce qu'elle était un problème, parce que son honnêteté était en danger à cause d'intérêts bien plus grands qu'elle ne pouvait le percevoir. » Clément fit un bruit dans sa gorge, puis il prit le micro. Sa voix tremblait. « Moi, Clément Pereira, je suis juge et j'ai également participé à ce complot. J'ai cédé à la pression. J'ai fait ce qu'on m'avait promis. J'ai vendu ma décision, même si je savais qu'elle était innocente. Même si je savais que je détruisais la carrière d'une femme qui ne faisait que son travail honnêtement. J'ai failli à ma fonction de juge. Je n'ai pas été un homme honnête. » Les mots tombaient comme des pierres. Florence écoutait attentivement chaque syllabe. Elle ne quittait pas des yeux ce qu'elle faisait. Les aveux n'apportaient aucune joie. Il n'y avait pas de fête. La justice était prononcée à haute voix. Elle était sans masque, claire et enfin libérée de ce qui la retenait prisonnière. La transmission était diffusée en direct sur plusieurs chaînes, dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Les commentaires défilaient sur les écrans. Le peuple, qui avait été trompé par de fausses histoires pendant longtemps, voyait maintenant en direct la chute de personnes qui semblaient auparavant immunisées. Florence comprenait la signification particulière de ce moment. Elle savait que c'était plus qu'une victoire individuelle. C'était une victoire pour tous.
C'était un message pour ceux qui avaient perdu confiance en la justice. Une fois les aveux terminés, Florence a repris le micro. Que cela serve d'exemple. Tous ceux qui pensent que le pouvoir peut tout faire doivent comprendre qu'il y a une limite. Il y a une valeur. Tôt ou tard, la vérité exige ce prix. Elle a regardé la caméra. J'ai été arrêtée sans raison. J'ai été humiliée devant tout le monde. Mais je suis là, debout, forte. Bonjour. La vérité est plus puissante que toutes les armes que les gens peuvent utiliser contre elle. Les agents ont éteint les caméras. La retransmission était terminée. Jason et Clément sont restés assis. Ils avaient le visage pâle et semblaient abattus. Florence s'est approchée d'eux et s'est accroupie pour se retrouver face à eux. Vous pensiez pouvoir me détruire. Vous pensiez qu'une femme noire, issue du quartier où j'ai grandi, ne pourrait pas se relever. Mais vous avez oublié que ma force ne vient pas de ma position. Ce n'est pas une question de titre. Ma force vient de mon histoire qui est encore en cours. Elle se leva et se tourna vers les agents. Emmenons-les devant ceux qui ont le pouvoir de régler cette affaire. Qu'ils soient jugés selon la loi, cette fois sans tricherie, sans manipulation et sans faveur cachée. Jason voulut dire quelque chose, mais Florence secoua la tête. Il n'y a plus rien à dire. Vous avez pris vos décisions. Maintenant, assumez-en les conséquences. Quelques jours plus tard, le grand procès commence. Le tribunal est bondé ce jour-là. Les sièges réservés au public sont tous occupés avant même le début officiel de l'audience. Photographes, journalistes et reporters sont tous réunis dans l'attente d'un dénouement important. Sur les marches à l'extérieur, des manifestants brandissent des pancartes. Ils réclament justice et crient des mots d'encouragement à Florence. Les voix qui étaient auparavant silencieuses résonnaient désormais haut et fort. Elles transformaient l'aspect froid du palais de justice en un symbole fort de résistance. Florence monta les marches d'un pas assuré. Elle était accompagnée de ses avocats et de 2 gardes du corps qui l'avaient aidée à se remettre. Elle portait un très beau tailleur noir. Ses cheveux étaient élégamment attachés. Ses yeux brillaient de la force de quelqu'un qui a traversé de grandes difficultés et qui a réussi à les surmonter. À chaque pas, il sentait le poids des regards posés sur lui, mais il n'éprouvait plus ni honte ni peur. Il était certain qu'il était là pour récupérer, devant tout le monde, ce qu'on lui avait pris, sa dignité, son honneur et sa vérité. En entrant dans la salle d'audience, il vit Jason et Clément, assis sur le banc des accusés. Les 2 hommes avaient sur le visage la fatigue de ceux qui ont déjà perdu avant d'entendre la décision. Jason regardait fixement ses mains. Clément regardait le sol, essayant de s'éloigner de la réalité qui arrivait à toute vitesse, comme un vent violent. Florence a pris une profonde inspiration et s'est dirigée vers sa place. Elle s'est assise, le dos droit. Ses mains étaient posées calmement sur ses genoux. Le juge chargé du nouveau procès, qui n'avait aucun lien suspect, avait été choisi pour son honnêteté. Il a ouvert la séance d'un ton solennel. Nous sommes ici réunis pour entendre les accusés Jason Moreira et Clément Pereira. Comme le montre l'enregistrement rendu public, ils ont admis avoir modifié le verdict du procès de Madame Florence Azevedo. Les preuves supplémentaires ont été examinées et le tribunal va maintenant rendre sa décision. Florence sentit une chaleur envahir son corps. Ce n'était pas seulement un moment particulier. C'était un moment où tout le monde était réuni. Chaque femme, chaque homme, chaque jeune noir qui avait déjà été traité de manière injuste, chaque personne oubliée par un système qui fait du mal, était là avec elle, de manière symbolique. Cette audience ne portait pas seulement sur votre innocence. Elle portait sur toutes les histoires qui ont été oubliées par un système qui préfère servir ses propres intérêts plutôt que d'admettre ses erreurs. Le juge a déclaré, après avoir examiné les preuves présentées, entendu les témoins et visionné l'enregistrement dans lequel les accusés avouent, ce tribunal déclare Florence Azevedo innocente des accusations portées contre elle. Nous vous rendons votre honneur. Nous annulons la décision qui a été rendue précédemment. Nous avons également décidé de classer immédiatement les accusations. Ces mots ont traversé la salle comme un rayon de lumière. Les gens se sont regardés. Certains ont poussé un soupir de soulagement. D'autres ont fermé les yeux, émus. Florence est restée immobile pendant un moment. Elle semblait vouloir s'assurer qu'elle avait bien entendu. Puis elle a levé les yeux et senti les larmes monter, mais elle ne les a pas laissées couler. C'était un acte de courage, un signe discret qui montrait que même si elle se sentait mieux, elle restait forte. Le juge se tourna alors vers Jason et Clément. En raison de vos aveux et des preuves irréfutables, je condamne Jason Moreira et Clément Pereira à 7 ans de prison chacun. Vous avez été reconnus coupables d'avoir trompé la justice, abusé de votre pouvoir et tenté d'entraver le cours de la justice. Que cela serve d'exemple à tous ceux qui tentent de changer la loi à leur avantage. Jason ferma les yeux, acceptant la situation.
Clément a lentement secoué la tête. Il semblait ne pas encore accepter la gravité de cette peine. Florence les regardait sans colère ni dégoût. Ce qu'on voyait là, c'était la chute de leur propre arrogance. C'était la fin d'un système fondé sur des mensonges et des accords que personne ne voyait. Ils s'étaient pris pour des gens très importants, ce qui leur avait fait croire qu'ils étaient au-dessus de tout. À la fin de l'audience, les gens se levèrent. Les flashs des appareils photos se remirent à crépiter. Les questions des journalistes fusèrent de toutes parts. Florence resta assise un instant. Elle prit une profonde inspiration et savoura la beauté de cette situation. Puis elle se leva et se dirigea lentement vers la sortie. Elle s'arrêta à la porte pour jeter un dernier regard à la salle d'audience. Là, de nombreux rêves avaient été brisés. Là, de nombreuses phrases injustes avaient été prononcées. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Elle savait que sa victoire ne supprimait pas les failles du système. Mais cela montrait que cela valait encore la peine de se battre. La foule l'attendait à l'extérieur. Lorsqu'elle entra dans le tribunal, elle entendit les applaudissements rompre le silence matinal. Des personnes de tous âges affichaient des visages heureux. Elles levaient les poings pour montrer leur force et leur soutien les unes aux autres. Florence s'est arrêtée un instant. Ressentant cette énergie, elle a souri, un sourire calme, plein de sens, plein de gratitude. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui avait vaincu un adversaire, c'était le sourire de quelqu'un qui s'était surpassé, qui avait traversé des épreuves sans cesser de briller. Un journaliste s'approche et lui tend le micro. « Florence, que signifie cette victoire pour vous ?» Elle le regarde, puis elle regarde toutes les personnes qui l'entourent. Cela signifie que la justice doit être plus qu'un beau mot dans un discours. Cela signifie que personne, même s'il a beaucoup de pouvoir, ne peut être au-dessus de la vérité. Cela signifie que nous ne devons jamais accepter de nous taire quand nous ne le voulons pas. Nous ne devons jamais cesser de parler, même si les gens ne veulent pas écouter. Elle a marché parmi les gens. Elle a reçu des embrassades. Elle a également reçu des poignées de main et des regards admiratifs. Chaque geste montrait que les gens la reconnaissaient. Chaque regard était une façon silencieuse de la remercier pour son courage. Mais Florence savait que ce n'était qu'une partie de l'histoire. Saviez-vous que la véritable justice nécessite une attention constante, des changements et une confrontation? Saviez-vous que, même après avoir retrouvé son nom, le système avait encore de sérieux problèmes qui devaient être mis en évidence et corrigés? Lorsqu'elle est montée dans la voiture qui l'attendait, elle a regardé par la fenêtre le bâtiment du tribunal qui se trouvait derrière elle. Elle a fermé les yeux un instant. Elle ressentit un calme qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Mais elle prit également conscience qu'elle avait une nouvelle responsabilité. Car désormais, plus que jamais, elle avait un objectif. Son objectif était d'aider d'autres Florence. Elle voulait que ces personnes n'aient pas à vivre les mêmes difficultés qu'elle avait connues, pour que d'autres voix ne soient pas réduites au silence, pour que la justice ne soit pas quelque chose de rare, mais quelque chose de courant. Son entrée dans la prison fut rapide. Les gardiens la connaissaient. Ils lui firent respectueusement place. Ils ne posèrent aucune question et ne la regardèrent pas avec curiosité. Ils savaient qui elle était. Ils savaient ce qu'ils avaient traversé. Saviez-vous que cette femme n'était pas une visiteuse ordinaire? C'était une femme qui avait affronté tout un système et avait réussi à gagner. Et pourtant, il y avait quelque chose de différent dans son visage. Ce n'était pas de l'arrogance. Ce n'était pas une joie intense. C'était un silence profond. Il y avait un calme qui semblait triste. La victoire était grande, mais elle avait un goût amer difficile à accepter. Florence a été conduite dans une pièce privée. À l'intérieur, 2 chaises l'attendaient. D'un côté, elle était assise. De l'autre, Jason et Clément. Ils étaient menottés l'un à l'autre et accompagnés de 2 gardiens de prison. Quand ils arrivèrent, elle resta assise, les regardant lentement, sans se presser et sans se sentir sous pression. En les regardant, c'était comme si elle regardait un tableau inachevé. Une image imparfaite aux couleurs mélangées. Jason fut le premier à détourner le regard. Il ne pouvait supporter la force de ses yeux noirs, qui étaient très intenses et pleins d'histoire. Clément baissa les yeux vers le sol. Ses épaules étaient affaissées et son corps recroquevillé. Les 2 hommes, qui autrefois se sentaient à l'aise dans des salles chics, le dos droit et la voix assurée, semblaient désormais très différents. Ils étaient faibles et dépourvus de toute la protection que le pouvoir leur avait conférée. Florence croisa les jambes. Elle posa ses mains sur ses genoux. D'une voix calme et posée, sans colère, elle dit « Regardez bien où vous êtes ». Les 2 hommes restèrent silencieux. C'est là que vos choix vous ont mené. Chaque mensonge, chaque tromperie et chaque fausse amitié, tout cela a tracé le chemin qu'ils suivent maintenant. Et, au final,
Ils sont arrivés exactement là où ils ont essayé de m'emmener. Mais il y a une différence. Elle s'est légèrement inclinée, mais est restée calme. Je suis parti de là-bas. Je me suis relevé. J'ai retrouvé le respect de moi-même, pas vous. Jason a pris une profonde inspiration et a cherché ses mots, mais aucun ne lui semblait approprié. Clément a simplement hoché la tête lentement, comme quelqu'un qui accepte une chose qu'il ne peut changer. Florence a dit « Je ne suis pas ici pour vous faire culpabiliser. Ce n'est pas le moment de se réjouir. Je suis ici pour vous regarder dans les yeux et vous rappeler qui je suis. Je suis la femme que vous avez essayé d'éliminer. Je suis la femme que vous pensiez trop faible pour résister. Je suis la femme à qui on n'a pas cru, qui a été diffamée, qui a été arrêtée devant tout le monde et qui a subi une grande humiliation. Je suis ici, entière. » Elle s'adossa à sa chaise et poussa un petit soupir. « Vous m'avez fait vivre les jours les plus difficiles de ma vie. Vous m'avez pris mon temps, ma réputation et mes rêves. Vous m'avez pris des moments qui ne reviendront jamais. Vous m'avez pris ma tranquillité. Mais vous n'avez pas réussi à me prendre ce que je suis. » Florence s'interrompit un instant. Son regard s'adoucit un instant. « Et c'est pour cela que vous avez gagné. » Les yeux de Jason s'humidifièrent légèrement. Clément resta immobile. À l'intérieur, il était déterminé, mais à l'extérieur, il semblait différent. Florence le remarqua, et il poursuivit. « Mais même maintenant, même si vous payez pour vos erreurs, je sais que cette victoire a un goût étrange. Car au fond, aucun jugement, aucune décision et aucune reconnaissance publique ne peuvent rendre ce qui a été pris. Aucune compensation ne peut effacer les marques que je garde. Aucune excuse ne peut effacer les souvenirs des nuits où je me demandais si j'étais fou ou si j'étais fort. » Elle s'est levée et a marché lentement jusqu'à se tenir devant eux. « Je suis venu ici parce que j'avais besoin de clore ce cycle en sachant ce qui s'est passé. J'avais besoin de vous regarder et, au fond de moi, de vous pardonner. » Jason leva les yeux, choqué. Clément, pour la première fois, releva la tête. Florence esquissa un sourire discret. « Je ne vous pardonne pas pour vous libérer. Je vous pardonne parce que je ne veux plus ressentir le poids de la haine. Vous n'avez pas votre place dans mon cœur. Ma liberté n'est pas seulement physique. Ma liberté est aussi dans mon cœur. » Les deux hommes restèrent silencieux. Et dans ce silence, Florence vit qu'ils ne comprenaient toujours pas. Ils étaient encore prisonniers, non seulement des barreaux, mais aussi de leurs propres limites. À cause de la honte, à cause de leur fierté blessée, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient perdu. Et peut-être qu'ils ne comprendraient jamais tout, mais elle comprenait, cela suffisait. Florence se tourna vers la porte et s'arrêta avant de sortir. « Enfin, un avertissement important. Le monde change. Vous avez vécu cela. Que cette leçon vous aide. La prochaine fois que la justice sera bafouée, il n'y aura peut-être plus de retour en arrière possible. » Elle regarda en arrière avec un regard sérieux et déterminé. « Et n'oubliez pas, vous vous êtes attaqué à la bonne personne. » Elle quitta la pièce d'un pas tranquille. Elle sentit l'air léger dans ses poumons. Elle marcha dans les couloirs de la prison avec l'assurance de quelqu'un qui n'a plus de chaîne. Chaque pas résonnait comme une déclaration calme. Elle avait gagné. Dehors, il respira profondément l'air libre. Il sentit la brise légère lui caresser le visage. Il leva les yeux vers le ciel, qui était maintenant parsemé de petites étoiles, et sourit. Un sourire qui ne traduisait pas la victoire, mais qui apportait la tranquillité. Il savait que, même s'il avait gagné, il avait encore beaucoup de travail devant lui. Il savait que la bataille était plus importante que cette pièce. Elle était plus importante que ces deux hommes. Elle était plus importante que son propre nom. Il savait que la justice devait suivre son cours. Mais cette nuit-là, il s'est laissé aller à la détente. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé, Florence n'était pas rongée par la rancœur. Elle ne s'est pas laissée emporter par l'idée de vengeance. Elle n'a pas laissé la haine envahir l'endroit où son espoir avait toujours vécu. Elle a passé les premiers mois sans parler, se contentant de regarder. Elle voyait les gardes, ses amis de cellule et le ciel qui apparaissaient à travers les petites ouvertures de la fenêtre haute. Elle regardait son cœur. Elle essayait de comprendre comment il pouvait encore battre aussi fort après tout ce qui s'était passé. Elle lisait dans sa cellule. Elle lisait avec beaucoup d'enthousiasme. Les livres étaient devenus des portes vers des endroits que personne ne pouvait lui voler. Elle lisait des livres sur le droit, la philosophie, des livres anciens, des actions gouvernementales et des histoires de lutte. Elle lisait pour garder l'esprit actif. Elle lisait aussi pour garder vivant son désir de changement. Elle lisait pour se rappeler qu'elle était encore plus forte que les murs qui l'entouraient. Les autres prisonnières l'observaient avec intérêt. Certaines s'approchaient lentement. Elles discutaient un peu et échangeaient timidement des secrets. Florence les écoutait. Elle ne portait aucun jugement.
En peu de temps, elle est devenue une sorte de conseillère officieuse. Elle écoutait sans interrompre, donnait des conseils sans juger et utilisait des mots apaisants dans un endroit où l'espoir était difficile à trouver. Et c'est dans ce petit endroit, entre des murs délabrés et des histoires difficiles, que Florence a vu quelque chose de fort. Même sans liberté, elle pouvait encore faire la différence. Même en prison, il était encore possible de changer les choses. Elle n'avait pas besoin d'un tribunal pour être juste. Elle n'avait pas besoin d'une tribune pour enseigner. Sa voix était plus forte que le système qui tentait de la réduire au silence. Les nouvelles d'ailleurs arrivaient par les téléviseurs de la salle commune, par les vieux journaux que les gens s'échangeaient et par les lettres que les avocats parvenaient à envoyer. Florence était attentive. Elle a appris que l'enquête sur Jason et Clément avait repris. De nouvelles preuves sont apparues. De nouveaux noms ont fait leur apparition dans les journaux. Leurs déclarations publiques avaient créé des failles qu'ils ne parvenaient pas à colmater. Le système, qui était toujours resté silencieux, montrait désormais de petites failles. Au fil du temps, ces failles se sont agrandies. Des groupes sociaux ont commencé à mentionner son nom lors de manifestations. Des groupes de défense des droits humains ont commencé à utiliser son histoire comme exemple de lutte. Les universités l'invitaient à donner des conférences qu'elle n'était pas en mesure de faire à ce moment-là. Son histoire est devenue un sujet de discussion, d'articles, de conversations de groupe. La femme qui avait été arrêtée devant les caméras était désormais considérée comme un exemple que la justice pouvait être rendue. Florence lisait tout cela avec un léger sourire. Elle savait que cela ne concernait pas seulement elle. Cela concernait toutes les personnes qui avaient été réduites au silence auparavant. Cela concernait toutes les vies qui avaient été ruinées par un système qui ne choisit que quelques personnes. Cela concernait toutes les voix qui avaient été réduites au silence par des constructions anciennes, mais qui existent toujours. Au cours de sa 2e année d'emprisonnement, il a reçu une lettre importante. Une lettre signée par les chefs des forces armées indiquait qu'après des examens spéciaux et certaines mesures politiques, son cas avait été réexaminé. La lettre disait qu'il avait été libéré grâce à des dirigeants du gouvernement. Ces dirigeants, touchés par son histoire et sous la pression de l'opinion publique, avaient décidé de l'aider. Florence a lu la lettre plusieurs fois. Non pas parce qu'il pensait que ce n'était pas vrai, mais parce qu'il voulait savourer chaque mot. Ce n'était pas seulement un bout de papier qui libérait une personne, c'était un signe. C'était la preuve que, même dans la confusion, il existait encore des espaces où la justice pouvait s'épanouir. Le jour de sa libération, les portes de la prison se sont ouvertes. Le ciel était dégagé et baigné d'une lumière apaisante. De nombreuses personnes attendaient à l'extérieur, des journalistes, des militants, des parents et des amis de longue date. Mais Florence est partie sans faire de bruit. Il a marché lentement jusqu'à la porte principale. Il a regardé devant lui. Ses épaules étaient détendues et son visage était calme. Lorsqu'il a franchi les limites de cet endroit, il s'est arrêté un instant et a regardé en arrière. Son regard n'était pas empreint de colère. Il était rempli de reconnaissance, de gratitude, car à l'intérieur, elle n'était pas seulement restée en vie, elle avait recommencé à vivre. Il est sorti avec plus de force, plus attentif, plus attaché à une cause importante. Il avait compris que la véritable liberté ne consistait pas seulement à ne pas être emprisonné. C'était aussi d'avoir un but dans la vie. Les gens applaudissaient. Florence leva une main. C'était un geste simple, mais très significatif. Ce n'était pas un geste de victoire. C'était un geste d'engagement. Une promesse est une parole ou un engagement que quelqu'un prend. Quand une personne promet quelque chose, elle s'engage à le faire. Cela peut concerner une tâche, aider quelqu'un ou tenir parole. Les promesses sont importantes car elles montrent la confiance entre les gens. Quand quelqu'un ne tient pas sa promesse, cela peut rendre les autres tristes ou déçus. Il est toujours bon de tenir ses promesses. Saviez-vous qu'à partir de ce moment-là, votre tâche allait devenir encore plus importante? Il ne suffisait pas d'avoir gagné seul. Il fallait ouvrir la voie pour que d'autres puissent passer. Il était important de s'assurer que personne d'autre ne vive ce qu'elle avait vécu. Lors de la conférence de presse qui a eu lieu quelques jours plus tard, Florence s'est exprimée clairement et fermement, sans se montrer nerveuse. Je ne suis pas le seul dans mon cas. Je suis le résultat d'un système qui veut détruire ce qu'il ne comprend pas, qui réduit au silence ce qu'il craint. Mais sachez-le, tant que je serai en vie et que je pourrai parler, je continuerai à me battre. Ce n'est pas seulement pour moi, pour toutes les voix que nous ne pouvons pas entendre, pour toutes les histoires qui ont été oubliées, pour toutes les injustices qui semblent légales. Ce jour-là, en retournant dans son ancien bureau au ministère de la Justice,
Florence a trouvé la pièce rangée. Son nom était toujours écrit sur la chaise. Elle s'est assise un instant. Elle a regardé les étagères remplies de livres. Elle a regardé les tableaux accrochés au mur. Elle a rangé les dossiers empilés sur le bureau. Elle a pris une profonde inspiration. Florence a marché lentement dans le couloir principal. Elle a salué chaque personne avec un sourire simple et sincère. Certains employés la regardaient avec respect, d'autres avec un nouveau respect. Et il y avait ceux qui baissaient les yeux, honteux, car ils se souvenaient avoir douté d'elle auparavant. Mais Florence n'éprouvait aucune rancœur. Le temps passé en prison, les procès et la honte devant les gens avaient été une phase d'apprentissage importante. Elle ne revenait pas seulement en tant que responsable du département, elle revenait comme un signe, et plus encore, comme un lien entre ce qui devait être détruit et ce qui devait être fait. Quand il arriva dans la pièce, il s'arrêta un instant à la porte. Il regarda autour de lui. Le bureau était toujours propre. Les papiers étaient empilés de manière ordonnée. Le badge avec son nom était posé sur le bureau, comme s'il attendait sa propriétaire. Il s'assit lentement sur la chaise. Il passa ses doigts sur le bureau et respira profondément. Dans ce simple geste, il y avait une coutume particulière. C'était l'acceptation du fait que cet endroit n'était pas seulement un lieu de travail. C'était un champ de bataille. Un lieu où s'affrontent des soldats. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est un lieu qui change beaucoup. Florence a pris le téléphone et a composé le numéro des directeurs. En quelques minutes, tout le monde était réuni dans la salle de réunion voisine. Il y avait des avocats, des assistants, des chefs de service et des experts juridiques. Certaines personnes affichaient encore la même confiance feinte qu'auparavant. D'autres se sentaient inquiètes. Elle ne savait pas comment se comporter face à une dirigeante qui avait affronté le système et en était ressortie encore plus forte. Florence se leva. Elle se dirigea vers l'avant de la salle et commença à parler. Sa voix était calme, mais elle avait une grande force qui ne pouvait être ignorée. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle phase. Nous ne sommes plus comme avant. Nous avons échoué. Ce qui m'est arrivé n'était pas seulement une erreur de ma part. C'était le résultat d'une mauvaise organisation, de vieilles habitudes et d'un système qui a choisi de servir ses propres intérêts plutôt que la vérité. Elle regarda tout le monde, lentement. Alors, à partir de maintenant, nous allons changer. Les règles de l'entreprise vont être mises à jour. Les partenariats externes ont été réexaminés. Les processus ont été vérifiés. Il n'y a plus de place pour accepter des choses qui ne vont pas. Il n'y a plus de place pour le silence. Je sais que tout le monde ne se sent pas bien. Je sais que certaines personnes pensent que j'en fais trop. Je vous promets une chose. Soit nous changeons de l'intérieur, soit nous serons détruits de l'extérieur. Les personnes présentes sont restées silencieuses. La façon dont Florence s'exprimait ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas une menace, c'était une conclusion inévitable. Elle savait, il savait. Le temps de l'inaction était révolu. Au cours des mois qui ont suivi, Florence s'est lancée dans un programme chargé, rencontres avec des groupes sociaux, discussions avec des universités, changement complet de secteurs entiers, enquêtes menées au sein d'une entreprise sur des actions qui ne semblaient pas correctes. Chaque étape était mûrement réfléchie, mais aussi courageuse. Oui, il y avait de la résistance, il y avait des plaintes, mais il y avait aussi un soutien croissant de la part des gens ordinaires, de la société, de voix qui n'étaient pas entendues auparavant, et qui commençait maintenant à se faire entendre. Florence savait qu'elle ne pouvait pas tout changer d'un seul coup. Elle comprenait que le changement était lent, difficile et semé d'embûches. Mais elle savait aussi que chaque petite victoire était un pas de plus vers la construction de quelque chose de plus grand. À chaque victoire, elle se sentait plus proche de l'objectif qu'elle s'était fixé en sortant de prison. Son objectif était de faire en sorte que personne d'autre ne vive ce qu'elle avait été obligée de vivre. Un soir, après une journée épuisante remplie de réunions, elle s'est retrouvée seule dans son bureau. Les lumières de la ville brillaient à travers la grande fenêtre. Dehors, la vie suivait son cours normalement, sans se soucier des disputes au sein d'un organisme gouvernemental. Florence a regardé ces lumières et a souri légèrement. Saviez-vous que beaucoup de ces fenêtres éclairées renfermaient des histoires que personne ne connaît, des histoires de souffrance, d'inégalité, de lutte silencieuse? Elle réfléchit à son propre parcours. C'était une petite fille qui rêvait un jour de devenir juge. Elle voulait changer le monde. La femme qu'elle était devenue avait appris au cours de son parcours que pour changer le monde, il fallait plus que des robes de juge, plus que des décisions, et plus que des positions de pouvoir. Il fallait du courage. Il fallait du courage pour affronter ses propres limites, pour défier ce qui est confortable, pour briser ce qui est attendu. Il prit une feuille blanche
et écrivit une phrase en haut. Que la justice soit plus qu'un nom, qu'elle soit une action. Il plia le papier et le glissa dans le premier tiroir. C'était une note pour lui-même. Un accord tacite. Le lendemain matin, en ouvrant la porte du département, elle a vu de nombreux jeunes avocats, étudiants en droit et militants. Ils attendèrent de lui parler. Ils voulaient l'écouter. Ils voulaient apprendre. Ils voulaient savoir comment lutter pour préserver l'honnêteté dans un système qui tentait souvent de la détruire. Florence a reçu chacun d'entre eux séparément. Elle a écouté leurs questions. Elle a raconté des histoires. Elle leur a donné des conseils. Et surtout, elle leur a donné de l'espoir. Car au fond, elle savait que c'était son meilleur atout. Que c'était sa plus grande réussite. Il ne s'agissait pas seulement d'elle-même. Il s'agissait de tout le monde. De tout. De ceux qui allaient encore venir. De ceux qui allaient encore se battre. De ceux qui allaient encore rêver. Un jour, aucun gardien ne s'en rendit compte immédiatement. Ils étaient habitués au clignotement des écrans, aux petites erreurs du système, aux pannes passagères qu'un simple redémarrage suffisait à résoudre. Mais cette nuit-là, rien n'était fortuit. Chaque panne faisait partie d'un plan plus vaste. Et derrière ces lignes de code, il y avait un esprit brillant. Zéro. Zéro n'avait pas de visage connu, ni de vrai nom. C'était un fantôme numérique. Une présence qui existait dans les serveurs cachés du Deep Web, entre des fichiers corrompus et des forums cryptés. Et cette nuit-là, il avait accepté un contrat dangereux, ouvrir les portes de la prison la plus surveillée de l'État pour libérer 2 hommes dont personne ne croyait jusqu'alors qu'ils étaient capables de s'échapper. Mais Zéro ne travaillait pas par loyauté. Il travaillait par idéologie, par chaos, par plaisir de l'impossible. À l'intérieur, Jason et Clément étaient éveillés. On aurait dit qu'un 6e sens les tenait en alerte. Assis sur leur petit lit, le dos appuyé contre les murs glacés, ils attendèrent le signal. Jason regardait le plafond. Son regard était fixé sur un point invisible. Clément tapait des doigts sur sa jambe. C'était une habitude nerveuse qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire. Tous deux portaient sur leur corps les marques du temps passé en prison. Cheveux plus gris, nouvelles rides, regard plus terne. Mais il y avait quelque chose que le temps n'avait pas effacé. La flamme de la vengeance. À 2h23 du matin, toutes les lumières de la prison clignotèrent en même temps. Puis s'éteignirent, un blackout soudain. En quelques secondes, les générateurs de secours se mirent en marche, mais certaines parties restèrent dans le noir. C'est alors que les portes commencèrent à s'ouvrir, une à une, selon un plan précis. Jason se leva avant les autres. Il marcha lentement jusqu'à la grille de sa cellule. Il entendit le bruit des verrous s'ouvrir. Clément le suivit sans faire de bruit. Lorsque la porte s'ouvrit, ils sortirent tous les deux sans se retourner et sans hésiter. On aurait dit qu'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. Le couloir était désert. Certaines caméras étaient éteintes, d'autres étaient cassées. Les sonnettes ne sonnaient pas. Les alarmes étaient désactivées. Zéro avait repéré les angles morts, neutralisé les capteurs, inversé les commandes des portes. C'était comme si la prison elle-même s'était inclinée pour les libérer. Jason ouvrait la voie, guidé par les instructions transmises par un petit appareil dans sa poche, qui vibrait à chaque nouvelle coordonnée. Clément le suivait de près, regardant de tous côtés, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. À l'extérieur, au-delà des clôtures électrifiées et des murs renforcés, une petite flotte de SUV blindés attendait, moteurs allumés, phares éteints. Des hommes cagoulés, vêtus de noir, brandissaient des armes lourdes et communiquaient par radio cryptée. C'étaient des membres de l'ordre de la justice blanche, un groupe qui, dans l'ombre, cultivait l'idée d'une justice sélective, raciste et autoritaire. Pour eux, Jason et Clément n'étaient pas des criminels. C'étaient des martyrs. Ils étaient les symboles d'une lutte déformée, d'un récit dangereux qui les présentait comme les victimes d'un système prétendument inversé. Lorsque Jason et Clément sortirent du tunnel de maintenance qui menait à l'extérieur, les hommes les traitèrent avec respect. Dimitri Volkov, qui était grand et fort, avec des yeux froids, s'approcha d'eux et leur tendit une main ferme. « Vous pouvez partir », dit-il avec un fort accent. « Mais la liberté n'est pas le but final, c'est le début. » Jason lui serra la main. Il le regarda fixement. Son regard trahissait une volonté intense et sérieuse. « Nous en sommes conscients. Nous sommes prêts. » Dans la voiture, alors qu'ils s'éloignaient sur la route déserte, Jason regarda par la fenêtre et vit la prison s'éloigner. Un bâtiment gigantesque, une forteresse imposante, désormais réduite à une silhouette dans le rétroviseur. « Ils pensaient pouvoir nous enterrer là-bas pour toujours, » dit-il avec un sourire amer. « Ils ne savent pas qu'ils viennent de libérer les pires fantômes qu'ils aient jamais créés. » Clément,
À côté de lui, respirait profondément, encore sous le choc de l'irréalité de leur évasion. « Et Florence » demanda-t-il d'une voix plus basse. Jason ferma les yeux avec force. « Florence, elle le paiera. Pas seulement pour ce qu'elle a fait pour nous, mais pour avoir osé vivre. » Alors que les voitures passaient d'un état à l'autre, Zéro, caché quelque part dans le monde numérique, fermait les fenêtres des programmes sur son ordinateur. L'opération était un succès, et pour lui, ce succès n'était qu'une nouvelle victoire silencieuse dans le jeu occulte de l'influence. Pour Jason et Clément, c'était le début d'une nouvelle guerre, une bataille qui n'était plus seulement celle d'une personne, c'était une bataille d'idées. Elle était à l'opposé de tout ce que Florence symbolisait. Dans les jours qui suivirent, l'information sur l'évasion se répandit rapidement. Titre sensationnel. Des experts discutent des problèmes du système pénitentiaire. Les politiciens tentent de se rejeter la faute. Florence lut chaque ligne avec attention. Elle ne semblait pas paniquer. C'était quelque chose de plus grave. C'était la prise de conscience que le passé était de retour. Il était plus menaçant, plus dangereux et mieux organisé. À ce moment-là, tandis que Noah s'amusait dans le jardin et que Valentina lisait un livre sur la terrasse, Florence comprenait que protéger sa famille n'était pas seulement une question de sécurité physique. C'était aussi une question d'émotion, de symbolisme et de politique. Jason et Clément n'avaient aucun engagement, et avec eux, une mauvaise entente qui allait au-delà d'une simple vengeance personnelle. Florence savait mieux que quiconque que la guerre qui s'annonçait ne serait pas seulement une guerre armée, ce serait une bataille d'histoire, de pouvoir, de sentiments et de pensées, une bataille dans laquelle la justice devait prouver, une fois de plus, qu'elle était capable d'affronter les ténèbres. Florence se redressa. Son regard devint plus sérieux. « D'accord », répondit-il avant de raccrocher. Il s'approcha de Valentina et lui toucha légèrement l'épaule. « Nous devons aller au coffre-fort. » Valentina referma lentement le livre. Elle comprit à la façon dont Florence parlait qu'il ne s'agissait pas d'une demande normale. Noah semblait confus. Florence se baissa et prit le garçon dans ses bras. « Allons jouer à cache-cache dans l'endroit le plus sûr de la maison, mon chéri. » Ils descendirent rapidement au sous-sol. Dans le sous-sol, un coffre-fort avait été construit quelques mois auparavant. C'était plus qu'une chambre de peur. C'était un endroit sûr à l'intérieur de la maison. Il y avait un téléphone qui communiquait directement avec la sécurité. Il y avait également de la nourriture, de l'eau et un moyen de produire de l'électricité. Florence entra et ferma la porte à l'aide d'un code. Elle respira profondément et s'assit par terre avec Noah sur ses genoux. Valentina s'approcha et lui prit la main. Il n'avait pas besoin de se dire quoi que ce soit. Il savait ce que cela signifiait. « Saviez-vous que le passé était de retour ?» À l'extérieur, James voyait tout grâce aux caméras thermiques. Les voitures suspectes s'arrêtèrent à quelques pâtés de maison de la maison. Des hommes armés descendirent sans faire de bruit. Ils se positionnèrent autour de la maison avec précaution. Dimitri Volkov était à la tête de la mission. Il regardait d'un air froid et attentif. Il observait les entrées et les voies de fuite. « Entrez rapidement et proprement », ordonna-t-il par radio. « Ne faites pas de bruit inutile. » Mais ce que Dimitri ne savait pas, c'est que les sentinelles spectrales les attendaient déjà. James avait placé ses agents à des endroits stratégiques. Il avait utilisé les ombres, les toits et les endroits où personne ne pouvait voir. Le premier mouvement eut lieu lorsque deux hommes travaillant comme mercenaires tentèrent de couper la clôture électrique à l'arrière. Un tir précis et silencieux les arrêta, avant qu'ils ne puissent terminer ce qu'ils faisaient. Dimitri s'arrêta lorsqu'il entendit le bruit des corps tombant au sol. Il ferma les yeux. Il se rendit compte que la personne qu'il visait était mieux préparé qu'il ne le pensait. « J'ai changé d'avis », avertit-il. « Attaqué par les côtés. » Mais chaque avancée était attendue. Chaque tentative d'approche recevait une réponse très précise. Les sentinelles ne laissaient aucune chance. Il n'y avait pas d'espace libre. Dans le coffre-fort, Florence voyait tout sur les écrans. Elle écoutait les messages de James. Son cœur battait vite, mais elle restait détendue. Noah dormait sur ses genoux. Il était fatigué par ce début difficile. Valentina, assise à côté d'elle, la regardait avec fierté et confiance. « Tu y avais pensé », dit-il à voix basse. Florence acquiesça. Je savais qu'il n'abandonnerait pas si vite. La lutte à l'extérieur s'intensifiait. Volkov décida de tenter le coup. Il mena un petit groupe vers l'entrée principale. Lorsqu'ils s'approchèrent, des explosifs non létaux furent déclenchés. Ils libérèrent une fumée épaisse et des lumières clignotantes qui désorientèrent les assaillants. Au milieu de la confusion, James et deux agents ont avancé. Ils ont rapidement neutralisé les ennemis. Volkov a été touché par une balle en caoutchouc qui l'a fait tomber au sol. Malgré cela,
Il a encore essayé de se battre avant d'être maîtrisé. En quelques minutes, l'attaque a été encerclée. Les corps des assaillants étaient alignés sur le sol, menottés et désarmés. Les gyrophares des voitures de police approchaient. Elles avaient été appelées par les systèmes automatiques qui s'étaient déclenchés pendant la bagarre. James essuya son visage en sueur avec sa main. Il regarda la maison qui était toujours debout. « Nous sommes en sécurité, chef », dit-il à la radio. Florence ferma les yeux un instant. Elle se sentit soulagée. Il se leva lentement, tenant Noah qui dormait, et ouvrit la porte du coffre-fort. Il monta avec Valentina à l'étage et trouva James à la porte. Les deux hommes se regardèrent avec respect et une amitié silencieuse. Ils étaient prêts à se battre, dit-il. Florence acquiesça. Tout comme nous. À l'extérieur, Dimitri Volkov était emmené par des policiers appelés par James. Jason et Clément, cependant, ne faisaient pas partie de ceux qui avaient été arrêtés. Ils étaient restés cachés, utilisant les mercenaires comme une arme, un test et une provocation. Florence le savait. Elle savait que l'attaque n'était pas la fin. Ce n'était que le début de quelque chose de plus important. Tout en regardant le ciel étoilé et en respirant l'air glacial de l'aube, Florence sentit un nouveau poids sur ses épaules. Ce n'était pas de la peur, c'était un devoir, car désormais, le combat ne concernait plus les juges. C'était au tour du peuple. Il s'agissait désormais de sa famille, de son foyer et de sa tranquillité. Et elle ne laisserait personne y toucher. Ils n'arrêteront pas James, dit-elle en fixant l'obscurité à l'extérieur de la clôture. Mais ils ne savent pas non plus à qui ils ont affaire. James esquissa un petit sourire. Ils sont sur le point de le découvrir. La pièce était faiblement éclairée. La seule lumière provenait des écrans bleus des ordinateurs. Elle éclairait les visages des personnes présentes, qui semblaient sérieuses et concentrées. Jason et Clément étaient assis l'un à côté de l'autre. Ils étaient entourés d'hommes et de femmes de l'ordre de la justice blanche. Chacun occupait une place bien définie autour de la grande table. Sur celle-ci, des cartes, des dessins et des photos étaient éparpillés. Parmi eux se trouvait Dimitri Volkov. Il portait un brassard sur le bras gauche et avait le visage grave. Il regardait les écrans et analysait les données que Zéro envoyait en temps réel depuis un endroit inconnu dans le monde. L'atmosphère était lourde. Ce n'était pas le moment de se réjouir, même si l'évasion avait réussi et qu'ils avaient tenté de pénétrer dans la maison de Florence. Ils savaient qu'ils n'avaient pas vaincu leur plus grand adversaire. Ils n'avaient fait que titiller un lion qui était désormais plus vigilant, plus près et plus menaçant. Jason tapait du doigt sur la vieille table en bois. Il regardait dans le vide, perdu dans ses pensées. Clément serrait les mains. Il respirait lentement et calmement. Il essayait d'oublier la tristesse de la défaite qu'il venait de subir. Zéro apparut sur l'écran principal. Son avatar clignotait et portait un masque différent. Sa voix résonna dans la pièce. Elle était métallique et semblait robotique. « Vous n'avez pas réussi votre attaque directe. » Florence était prête. Nous savions qu'elle allait se défendre. Je pensais que James n'était pas si bon que ça. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce n'est pas avec des tirs que vous gagnerez la partie. Jason se pencha légèrement en avant. Ses yeux brillaient d'un mélange d'admiration et de colère qu'il retenait. Alors, comment allons-nous gagner? La voix de Zéro devint plus froide. Nous allons détruire ce qu'elle a fait, pas à un endroit tangible, à la place des symboles, dans la foi des gens, dans l'histoire, au cœur même de ce qui la rend forte. Tout le monde dans la pièce resta silencieux, écoutant ce qui venait d'être dit. Jason posa ses coudes sur la table. Il joignit ses doigts devant son visage. Elle est un exemple maintenant. Pour beaucoup de gens, elle est plus qu'une chef. Elle est un exemple et une source d'inspiration. Clément dit, et les symboles sont plus difficiles à détruire que les gens. Dimitri esquissa un sourire en coin. Mais chaque symbole a des failles. Il suffit de les chercher. Zéro a commencé à montrer des images sur les écrans. Il a montré des gros titres, des vidéos des discours de Florence, des documents secrets et d'anciennes publications sur les réseaux sociaux. Elle s'est forgée une image d'honnêteté. Personne ne peut traverser une division en public sans en garder des traces. Créons des problèmes, semons la discorde, infiltrons des personnes secrètes au sein de l'organisation, manipulons l'information, détruire des partenariats, seminer le doute dans l'esprit de ses amis. Jason hocha lentement la tête, pensif. Nous voulons que les gens cessent de croire en elle. Nous voulons détruire le soutien qui lui permet de tenir bon. Zéro dit. Pendant que vous organisez les prochaines attaques directes, mon équipe agira dans le domaine numérique, sans se faire voir. Des fuites qui ne concernent que certaines parties, des erreurs dans les données, des campagnes qui diffusent de fausses informations. Nous allons créer des histoires qui ne sont pas vraies, mais qui semblent suffisamment réelles pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Et lorsque le doute s'installera, lorsque ses amis commenceront à douter, lorsque les gens changeront d'avis, alors
Ce sera le moment de lancer l'attaque décisive. Clément poussa un profond soupir. Cela prendra du temps. Dimitri acquiesça. Mais nous avons le temps. Elle doit croire qu'elle est en train de gagner. Elle est en sécurité. Et lorsque nous aurons baissé notre garde, nous couperons les cordes. La réunion se poursuivit pendant la nuit. Les cartes du réseau d'amis de Florence furent montrées. Les groupes d'influence furent identifiés. Les faiblesses furent découvertes. L'ordre avait une façon de planifier qui ressemblait beaucoup aux mathématiques. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une façon de faire les choses. C'était faire des calculs, c'était une lutte silencieuse qui se déroulait en même temps qu'un combat déjà annoncé. Jason regardait les photos de Florence qui étaient éparpillées sur la table, une femme parlant dans une université, une autre réunion avec des représentants de l'ONU, une autre personne embrassant des enfants dans le cadre d'un projet d'aide à la communauté. Il poussa un soupir et ferma les yeux un instant. Elle n'aurait pas dû rester en vie, elle n'aurait pas dû se lever. Chaque pas qu'elle faisait était comme un coup de poing dans notre visage. Clément acquiesça, l'air amer, et chaque pas qu'elle fera sera utilisé contre elle. Dimitri s'approcha et posa sa main fermement sur l'épaule de Jason. Il ne s'agit pas seulement de détruire Florence. Il s'agit de détruire ce qu'elle symbolise. Une femme noire occupant un poste élevé dans un endroit qui ne l'acceptait pas. Elle a eu le courage de défier l'ordre naturel que nous soutenons. Nous ne l'acceptons pas. Zéro reprit la parole. Sa voix était glaciale. Sa défaite sera connue de tous. Et quand elle tombera, elle emportera avec elle tous ceux qui ont cru en elle. Il n'y a rien de plus douloureux que de voir son héros tomber. Ce soir-là, alors que les plans se précisaient, Florence était chez elle. Elle lisait une histoire à Noah, confortablement installée sur ses genoux. Dehors, la ville semblait calme, mais il y avait une inquiétude dans l'air. Elle avait des pressentiments, comme quelqu'un qui sent une tempête approcher avant de voir le premier nuage sombre dans le ciel. Elle regarda Valentina. Valentina la regardait avec tendresse. Florence a dit qu'il n'abandonnerait pas. Valentina lui caressa la main. Nous non plus. Florence comprenait que la bataille qu'elle menait n'était pas seulement pour sauver sa propre vie. C'était une bataille pour trouver un sens, pour obtenir une véritable justice, pour tous ceux qui viendraient après. Elle savait qu'elle était sur le point d'affronter quelque chose de plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer, mais elle savait aussi que tant qu'elle pourrait parler, tant qu'elle pourrait marcher, et tant qu'elle pourrait se battre, elle ne serait jamais totalement vaincue. Florence s'assit et passa ses doigts sur la table. Elle se rendit compte qu'il se passait beaucoup de choses importantes. Ces derniers jours, j'avais remarqué les premiers signes d'une nouvelle attaque. Des messages tronqués apparaissaient sur les réseaux sociaux, modifiant ce qu'ils disaient. Des extraits d'anciens discours étaient coupés et sortis de leur contexte. Ces extraits étaient publiés sur des blogs inconnus et partagés par des chaînes qui ne s'identifiaient pas. Des informations mensongères apparaissaient et semblaient vraies. C'était une guerre silencieuse, qui n'utilisait pas d'armes, mais des mots. C'était une lutte d'idées et d'histoires bien pensées. Ils ont commencé, dit James en s'approchant. Florence acquiesça d'un signe de tête. Je comprends. Et ils ne s'arrêteront pas là. Il se pencha sur la table et montra l'un des rapports. Nous avons déjà trouvé 3 principaux moyens de diffuser des informations. Tous sont liés à des profils gérés par Zéro. Florence regarda attentivement les noms. Si nous contrôlons d'où ça vient, nous pouvons empêcher ça de passer. James prit une grande inspiration. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Ils ont déjà semé le doute. Même si nous fermons les canaux, le doute circule déjà. Florence s'appuya sur sa chaise et regarda le plafond pendant un moment. Donc, réagir ne suffit pas. Il est important d'agir rapidement. Il faut le faire avant. Il est important de parler de notre propre histoire avant que d'autres ne parlent à notre place. Il se leva et se dirigea vers la grande carte de la ville accrochée au mur. Nous n'avons pas seulement affaire à Jason et Clément. Nous avons affaire à un réseau, une idée ou un ensemble d'idées qui guident les pensées et les actions d'un groupe de personnes. Un appareil. James la regardait avec admiration. Et comment comptez-vous gérer tout cela? Florence le regarda d'un air déterminé. Avec ce qu'ils craignent le plus. La clarté. Je vais tout montrer. Chaque choix, chaque processus. Je vais laisser les portes ouvertes. Je vais utiliser la lumière comme un outil. Ils ne peuvent pas se battre quand il y a de la lumière. Ils ne savent travailler que dans l'ombre. Il prit son téléphone et composa le numéro direct du service de presse. Organisez une conférence de presse pour demain matin. Je veux voir toutes les voitures les plus importantes qui sont là-bas. Les internationales aussi. Et je veux que la retransmission ait lieu en même temps. De l'autre côté, la voix répondit oui. Florence raccrocha et regarda James. Je vais parler directement aux gens. Sans intermédiaire. Je vais dire la vérité avant que les gens n'essaient de la déformer.
Il esquissa un petit sourire. Ils seront mécontents. Florence croisa les bras, déterminée. Je ne suis pas ici pour rendre les gens heureux. Je suis ici pour tenir bon. La nuit tombait sur Washington tandis que Florence relisait chaque mot de son discours. C'était plus qu'une protection que le public offrait. C'était un document qui parlait d'idées et de sentiments. Chaque mot avait été choisi avec beaucoup de soin. Chaque phrase avait plus de poids que 1000 pages de documents. Saviez-vous que vous seriez critiqué? Saviez-vous que vous seriez victime de nouveaux mensonges? Saviez-vous que les attaques ne cesseraient pas? Mais vous saviez aussi qu'en prenant les devants, vous gagneriez la confiance des gens. Lorsque le soleil se leva, la salle était pleine. Des caméras étaient placées partout. Les journalistes étaient excités et les reporters écrivaient rapidement. Florence est entrée lentement et avec confiance. Elle s'est dirigée vers le pupitre avec un calme impressionnant. Elle portait un tailleur bleu foncé classique. Ses cheveux étaient attachés et elle était peu maquillée. Je voulais être vue telle que je suis. Vraie, honnête et simple. Elle a regardé les personnes dans le public, a pris une grande inspiration et a commencé à parler. Ces derniers jours, certaines personnes ont diffusé de fausses informations pour tenter de faire taire la vérité. Il s'agit d'une campagne qui vise à changer mon histoire, à contrôler mes actions et à perturber le travail que je réalise avec ce groupe international. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire, vous ne parviendrez pas à me faire taire. Sa voix était forte et claire. Elle avait une autorité qui venait non seulement de sa fonction, mais aussi de l'expérience de quelqu'un qui a traversé des moments difficiles et qui en est sorti plus fort. Je ne vais pas me défendre en attaquant. Je vais me défendre avec des preuves, avec des documents, avec des tests. Et surtout avec clarté. Florence a commencé à dresser la liste des projets sur lesquels il travaillait, un par un. Les accords qu'il essayait de conclure, les actions menées avec Interpol, Europol et les agences d'autres pays. Chaque étape est notée. Toutes les décisions sont écrites. Il n'y a aucun problème. Aucune zone d'ombre. Tout est accessible au public. Les caméras diffusaient tout en direct à travers le monde. Derrière les écrans, des millions de personnes regardaient. Certaines personnes ne croient plus, d'autres sont enthousiastes. Beaucoup se sentent motivés. Ceux qui veulent ma perte ne se battent pas seulement contre moi. Ils se battent contre une idée. L'idée que l'on peut rendre justice de manière éthique. Cela signifie agir avec honnêteté et courage. Et cette idée est plus forte que n'importe quel danger. James regarda au loin et ressentit une grande fierté. Saviez-vous que Florence ne se battait pas seulement contre Jason et Clément? Je me heurtais à un système qui existait depuis longtemps. Ce système servait à aider certaines personnes et à en nuire à d'autres. Je me heurtais à une machine qui fonctionnait dans l'ombre. Elle manipulait la vérité et inventait des histoires. Et là, seule devant toutes ces caméras, Florence restait ferme. À la fin de son discours, il a regardé fixement les caméras. Il pensait pouvoir me faire taire. Il pensait pouvoir me fatiguer. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je ne me bats pas seulement pour moi. Je suis triste pour toutes les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Pour toutes les personnes qui ont déjà subi des injustices. Pour toutes les personnes qui attendent encore que justice soit faite. Les applaudissements ont rompu le silence. Pas seulement ceux des personnes présentes, mais aussi ceux de ceux qui regardèrent de loin. C'était plus qu'un simple geste de soutien. C'était une réponse collective, un cri silencieux de lutte que tous partageaient. Florence a quitté la scène calmement, consciente que la bataille n'était pas encore terminée. Elle a jeté un rapide coup d'œil à James. Il a dit qu'ils allaient intensifier leurs attaques. Florence a esquissé un sourire discret, et je dirais encore la vérité. Alors qu'elle marchait dans les couloirs du siège international, les yeux rivés sur l'horizon au-delà des fenêtres, Florence savait que la lutte était difficile, mais son courage était plus fort. Au final, le courage apportait toujours des signes d'espoir.